Donc bienvenue monsieur Verger-Franceschi, bienvenue à vous sur le live, bienvenue à bord du Flot de l'Histoire. Comment allez-vous? Bonjour, merci Romain. Ben, en tout cas, moi je suis très content de vous accueillir aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à ma demande, en tout cas en dernière minute. C'est vraiment assez incroyable. Peut-être que pour ceux qui connaissent pas, moi je vais vous présenter. Oups, non, si je fais ça. Ah oui, si je fais ça, ça fait ça en fait. Ah oui, je vais le faire comme ça. Hop, je vais vous laisser à la fâche. Donc, monsieur Verger Franceschi est historien français d'origine corse. Et du coup, il a été professeur d'université émérite, spécialiste de l'histoire maritime française du XVIIe siècle au XVIIIe siècle, ainsi que de l'histoire de la Corse. Il a notamment été directeur du laboratoire de recherche en histoire maritime au CNRS Paris 4, la Sorbonne, au Musée national de la marine. Il a été professeur du coup d'histoire moderne à l'université de Savoie à Chambéry, à l'université de Tours. Il est aussi professeur émérite depuis 2019. Il a été président de la Société française d'histoire maritime jusqu'en 2005. Voilà. On peut peut-être citer d'autres choses, peut-être que vous avez complété sur les éléments qui... Aussi écrivain aussi, on va dire, il écrit beaucoup d'ouvrages, notamment La Royale au temps de l'amiral d'Estaing, Les officiers généraux de la marine royale de 1715 à 1774, les campagnes de mer sur mer du coup de Louis XIV, Henri le Navigateur, Abraham Duquesne, enfin énormément d'ouvrages du coup qui traitent notamment à l'histoire maritime. Peut-être vous voulez présenter, rajouter quelque chose sur votre biographie ou sur sur vous en tout cas pour vous présenter. En tout cas, merci à vous d'être présent aujourd'hui. Oui, Romain, volontiers, vous avez tout dit. Bon, je suis né à Toulon. Alors, Pierre Chaunu disait toujours, c'est le doigt du destin lorsqu'il parlait de moi, parce qu'évidemment, je suis né dans le premier port de guerre français qui devient français lorsque la Provence devient française à partir de Louis XI en 1481, puisque le roi de France a hérité de la Provence. Et donc, Toulon et Marseille n'étaient pas encore des ports français. J'ai fait d'ailleurs une histoire de Toulon, il y a une trentaine d'années, qui va être rééditée très, très prochainement. Et donc, ayant des archives sur place qui avaient été peu exploitées, quand j'étais jeune étudiant à l'université de Nice, où j'avais fait mes années de licence après avoir fait Hippocagne au lycée de Toulon, j'ai dû choisir un sujet de master, comme on le dit aujourd'hui. À l'époque, ça ne s'appelait pas un master, c'était un mémoire de maîtrise, tout simplement. Et j'avais donc choisi un sujet sur les officiers de marine provençaux. C'est quelque chose qui n'intéressait absolument personne. Et il fallait avoir un point commun entre tous ces officiers. Donc j'avais pris ceux d'une escadre en 1756, qui était une escadre victorieuse, la première escadre de la guerre de 7 ans, qui avait pu reprendre l'île de Minorque aux Anglais. Ça avait été un très beau succès du chef de l'escadre qui était le marquis de la Galissonnière. Et ce mémoire de maîtrise, par le plus grand des hasards, bon, il était assez volumineux, 320 pages, ce qui était beaucoup à l'époque pour un master, a eu la chance d'être couronné par l'Académie de marine, qui était là tout à fait dans sa mission et qui continue à la faire aujourd'hui, c'est-à-dire d'encourager des études maritimes auprès de jeunes étudiants. Bon, j'avais 21 ans. Et après les concours de recrutement pour devenir prof dans le secondaire, en collège, lycée, pendant une dizaine d'années, j'ai continué dans cette voie grâce à cet encouragement finalement. Et j'ai fait mes 2 doctorats, le doctorat en histoire sur la première école navale française, qui est une école tout à fait intéressante, installée au Havre, puisque j'avais été nommé professeur au Havre. Et c'est cette école, sous Louis XV, en 1773, qui a été la première à avoir émis l'idée, ça n'a pas pu être réalisé à cause des parents d'élèves, de faire apprendre la natation aux officiers de marine. Un officier de marine ne devait pas savoir nager, parce que s'il sait nager, il va souffrir longtemps en cas de naufrage. Donc il vaut mieux couler tout de suite, et ça restera vrai jusqu'au Titanic. Jusqu'en 1912, on n'apprenait pas à nager. Et après, j'ai fait cette seconde thèse dont vous avez parlé, qui est celle qui est consacrée aux officiers d'Ancien Régime, aux officiers généraux, que ce soit Abraham Duquesne, que ce soit Jean Bart, que ce soit Duguay-Trouin, le maréchal de Tourville, qui était à l'époque un doctorat d'État, ès-lettres, ce qui a disparu donc aujourd'hui, malheureusement, parce que c'était un énorme travail qui permettait de très beaux travaux. Pierre Chaunu avait fait un travail colossal sur Séville et sur l'Atlantique.
Et après, donc, eh ben, j'ai continué mon bonhomme de chemin dans des endroits qui n'étaient pas forcément très maritimes, en particulier l'université de Savoie, qui m'avait beaucoup plu. Mais à part travailler sur le lac Léman, ce que je n'ai pas fait d'ailleurs, il n'y avait pas beaucoup de ports de guerre, évidemment, du côté de Chambéry ou d'Annecy. Et après, bon, j'ai eu la chance de diriger effectivement ce laboratoire d'histoire et d'archéologie maritime, qui était une unité de recherche qui existe toujours d'ailleurs à la Sorbonne, du CNRS pendant plusieurs années. Voilà. Très bien. Et pour entrer un petit peu dans le vif du sujet de l'histoire maritime, un petit peu avec le CNRS, d'où vient peut-être les origines de la marine française? Alors la marine française, c'est un outil évidemment extrêmement précieux pour le royaume, mais il ne faut jamais oublier ce que nos contemporains oublient aujourd'hui, c'est que la France est un ensemble de provinces qui sont devenues françaises petit à petit. Et on l'a dit pour la Provence, donc 1481, donc Marseille, Toulon deviennent des ports français, tout simplement parce que le dernier comte de Provence, qui est Charles III, lègue la Provence à son cousin germain, le roi de France Louis XI, avec une idée extrêmement intelligente, c'est que la Provence était menacée par les barbaresques, par les pirates, qui étaient aussi bien languedociens, biterrois, monégasques, génois, et par conséquent, il n'y a pas que les barbaresques. Et le comte de Provence se dit, ben, il faut que je fasse un testament, et le seul moyen pour que la Provence soit protégée des rivalités de la maison d'Anjou, des barbaresques, c'est qu'elle soit appuyée au royaume de France, parce qu'en cas d'attaque, eh bien, Louis XI enverra des troupes vers le sud en partant depuis Paris. La Bourgogne est française depuis très peu de temps, depuis 1477, qui est la mort de Charles le Téméraire, le duc de Bourgogne. Et donc, la Provence commence à donner une façade maritime à un royaume qui n'avait que la Normandie. Il n'y avait que le Havre comme port qui était en gestation, puisqu'il ne sera créé par François Ier qu'en 1517, de façon à riposter à la création de Portsmouth et de Plymouth par les Anglais, par la Royal Navy, qui venait d'être créée en 1509. Le deuxième héritage considérable, c'est la Bretagne. Le roi de France, Henri II, qui succède à son père François Ier à la mort de celui-ci en 1547, il a la chance d'avoir une mère, Claude de France, qui est la fille d'Anne de Bretagne et qui est la petite fille de François, François II, dernier duc de Bretagne. Donc, il est tout à fait faux de penser que la France était éprise d'un impérialisme ou d'un jacobinisme épouvantable et qu'elle voulait s'emparer de tas de choses. Eh bien, Henri II, il hérite de son père du royaume de France et il hérite de sa mère du duché de Bretagne. Ceci est très important à comprendre jusqu'à aujourd'hui, notamment pour le problème des langues. Parce que lorsque vous avez 20 vaisseaux à Toulon qui vont partir vers des destinations que l'on est à peine en train de découvrir. Jacques Cartier va découvrir le Canada en 1534, c'est-à-dire au moment où la Bretagne est française depuis à peine 2 ans. Eh bien, lorsque vous avez 20 vaisseaux avec, sous Louis XIV, 1000 marins qui partent, ça fait 20 000 hommes qui partent de Toulon, qui va devenir un grand port de guerre. Et lorsque ces vaisseaux vont arriver au Canada, plus tard aux Antilles sous Richelieu, et revenir vers Brest, on prétend que les marins ne savaient dire que deux mots, le pain et le vin, puisqu'on ne pouvait pas parler le breton quand on était provençal. Et donc à Brest ou à Saint-Malo, ils baragouinaient, le nom viendrait, paraît-il, de là, je ne suis pas linguiste, mais c'est possible, ils demandaient du pain et du vin, et Brest va devenir peu à peu un deuxième port important, et la France est donc en train de se créer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous passez du côté de la rue de Rivoli et que vous voyez le tombeau de Coligny, Coligny, amiral de France, la plupart de mes étudiants ont toujours cru, avant qu'on leur explique le pourquoi, que la France de l'époque, c'était la France quasiment d'aujourd'hui, et qu'un amiral de France sous François Ier, eh ben, ou sous Henri III, ou sous tous les Valois, c'était
l'équivalent de ministre de la Marine aujourd'hui. Pas du tout. L'amiral de France, c'est l'amiral d'Île-de-France, c'est-à-dire amiral de Normandie, qui avait autorité sur les côtes de la Normandie parce qu'elles étaient du ressort du Parlement de Paris, Normandie-Picardie. Et donc, la marine est à l'origine de l'extension du Royaume de France avec une unité qui se crée, linguistique. Le Collège de France est créé comme par hasard en 1530 par François Ier pour permettre une langue commune entre des Provençaux et puis des Bretons. Et la marine est donc à l'origine de cette unité qui ne sera réalisée que 150 ans après avec Colbert. C'est Colbert qui va réunir la façade du Levant, Toulon, Marseille, et la façade du Ponant, Brest, Saint-Malo. Et donc ça, c'est une unicité. On n'a pas du tout la même chose pour la péninsule italienne qui est purement méditerranéenne. On n'a pas du tout la même chose pour la Castille qui est purement atlantique, ou l'Aragon qui est purement méditerranéen, ou le Portugal qui est purement atlantique. La France a cet avantage qui est un atout, un énorme patrimoine littoral, mais qui est un inconvénient considérable, parce que pour aller de Toulon à Brest, il faut contourner une Espagne ennemie, un Portugal qui peut changer de camp suivant les époques, et donc les marins de Toulon qui arrivent à Brest, ils arrivent souvent épuisés, notamment par le scorbut, qui se déclare au bout de 68-75 jours de mer. Et donc, la spécificité de la France, c'est d'avoir non pas une façade maritime, mais on a aussi la Manche, on a aussi la mer du Nord, en plus de la Méditerranée et de l'Atlantique. Ok. Nous, ça c'est très intéressant sur comment l'homme on a réussi un petit peu à dompter les mers. Nous, on a une, je sais pas si vous êtes au fait de l'histoire, mais hop. Nous, on a ici, on a un symbole en fait dans le stream. C'est ce vaisseau, c'est le Vasa, le vaisseau suédois qui a coulé en 1628. Je ne sais pas si vous êtes au fait un petit peu de son histoire. Et moi, j'avais une question qui est un petit peu en lien avec ça. On a vu l'importance de la marine française, un peu comment elle a été découpée du coup, et les différentes juridictions, avec notamment l'amiral d'Île-de-France que vous avez mentionné. Et comment du coup la France a réussi à construire des navires qui étaient capables en fait de franchir ces grandes distances, ces voyages au long cours à travers l'Atlantique notamment. Le Vasa, c'est un vaisseau qui est déjà un peu tardif, puisque c'est 1628, c'est le moment où Richelieu vient d'arriver au pouvoir en France comme principal ministre en 1624. Une grosse partie du travail des grandes découvertes a déjà 150 ans. Ça a commencé avec les Portugais. Cette immense façade atlantique a fait du Portugal un creuset qui était au contact de deux marines. Vous avez une marine de Méditerranée qui sort de Gibraltar depuis 1296 avec une sortie des Génois qui sont sortis de Gibraltar et qui ont une construction avec des voiles latines, c'est-à-dire des voiles triangulaires. Et puis, le long de ces côtes du Portugal, vous avez les autres marines, la marine du Nord, qui n'est pas forcément la marine encore spécifique suédoise du temps de Gustave Adolphe ou de la reine Christine, mais vous avez donc une autre construction navale avec des voiles qui cette fois-ci sont carrés ou des voiles rectangulaires, ce qui fait que le littoral du Portugal, c'est un laboratoire de recherche, puisque vous avez les différents types de voiles, les différents types de mâts en résineux, les résineux qui viennent de Suède, qui viennent de Scandinavie, qui viennent de Moscovie, et puis les chênes que vous avez dans les Alpes ou dans les Pyrénées ou dans le Massif central. Et donc la première puissance avant la Suède au XVIIe siècle qui a découvert le monde, c'est le Portugal. La deuxième puissance qui s'est greffée là-dessus, ça a été la Castille, avec évidemment un Génois, Christophe Colomb. Ça, c'est pour le 15e, 16e siècle. Alors, quand on arrive au 17e, vous avez un génie maritime qui est du temps du Vasa, qui est le cardinal de Richelieu. Et Richelieu, il a cette phrase qui est absolument extraordinaire, qui veut dominer la terre doit d'abord dominer la mer. Et on l'a bien vu avec la campagne de l'Atlantique et la guerre de l'Atlantique
pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est là que l'on voit que c'est un grand politique, puisque 400 ans avant, il pressentait ce qui allait se passer un jour. Et donc, à partir de 1626, Richelieu crée ce qui est aujourd'hui notre école navale. Ça, on doit quand même savoir que c'est lui qui est à l'origine de nos midships de l'école navale aujourd'hui. Et donc, la plus vieille alliance que la France va signer et qui va durer le plus longtemps avec une puissance, et vous avez bien fait de commencer par le Vasa, c'est effectivement la Suède. Parce que la Suède, c'est 3 millions d'habitants et la France de Richelieu, c'est 18 à 20 millions d'habitants. Donc la Suède, c'est un tout petit pays. Par conséquent, c'est comme aujourd'hui, peu de contribuables. Peu de contribuables, donc peu d'argent. Et par contre, des munitions navales, c'est-à-dire du bois, notamment des pins pour les mâts, énormément de cuivre pour les canons, énormément de fer, et à l'époque du Vasa, les meilleurs canons d'Europe, ce sont les canons de Gustave Adolphe, le père de la reine Christine. Et par conséquent, la France signe une alliance avec la Suède en 1631 qui va durer jusqu'à la Révolution française. Ils avaient besoin d'argent, on envoyait des thalers, donc de la monnaie pour remplir les coffres de la Suède, et eux nous envoyaient du bois, des planches, du chanvre pour faire les voiles, et il y avait une bonne entente entre ce royaume catholique dirigé par un cardinal romain de la Sainte Église apostolique et romaine qui était Richelieu, et un pays luthérien, protestant, qui était celui du Lion du Nord, c'est-à-dire de Gustave Adolphe, qui était particulièrement farouche et à défendre son protestantisme. Et donc le Vasa est un bon exemple de ce qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire des vaisseaux qui n'étaient pas, ils étaient destinés à combattre, ils étaient destinés à aller vite, ils étaient destinés à fuir les pirates, et les officiers de marine étaient furieux, en France aussi, de voir que c'était de véritables œuvres d'art chargées de sculptures en bois, chargées donc d'énormément d'ornementation, et ça entraînait donc la perte du Vasa qui coule lorsqu'on le lance. C'est tout à fait le film de Louis de Funès avec le petit baigneur, où vous avez donc le bâtiment qui sombre le jour de son départ. Par contre, du côté français, c'est vraiment le départ de la marine française, et Richelieu est le fondateur de la marine française à cette époque. Oui, oui, ça c'est une grande histoire. Et après, bon, malheureusement, la marine française n'a pas eu la suite qu'elle aurait mérité après Richelieu pour pas mal d'événements. Quel était du coup ce rôle qu'on lui a donné à travers le temps, peut-être à la marine française? Alors, la marine française, elle commence évidemment par créer des infrastructures. Donc, Brest et Toulon sont deux ports importants, mais du temps de Richelieu, les bateaux n'ont pas encore, les navires, les bâtiments, puisqu'on dit bâtiments et non pas bateaux pour la marine de guerre, les bâtiments sont construits du côté de Nantes, dans l'île d'Indré en particulier. Ils sont construits à La Roche-Bernard. Le port de Rochefort n'existe pas jusqu'à Colbert. Le port de Toulon est le premier port de guerre, avec un ministre Richelieu qui est très intelligent et qui a un geste extraordinairement symbolique. Il fait acheter par la municipalité de Toulon la maison mitoyenne de l'hôtel de ville de Toulon. Et on fait des portes de communication entre les deux immeubles, et par conséquent, le nouvel hôtel de ville regarde vers la mer au lieu d'avoir peur de la mer. Jusqu'à présent, il avait peur des barbaresques, et il va y avoir donc une très belle porte qui existe d'ailleurs toujours aujourd'hui, qui a été aménagée ensuite par Pierre Puget au XVIIe siècle, plus tard au XVIIe siècle, dans les années 1657-1660. Toulon va regarder la Méditerranée pour s'en emparer. Et donc, les ports de Richelieu, c'est Toulon, c'est surtout Le Havre, parce que le fondateur du port du Havre a laissé son nom à la plus belle place du Havre aujourd'hui, c'est la place Duchillou. Et Duchillou, c'est l'arrière-grand-père de Richelieu. Il était vice-amiral de Bretagne, et c'est lui qui a posé la première pierre du port du temps de François Ier. Et donc, Le Havre va être un port créé
par le cardinal qui y aménage une citadelle, des portes avec les armoiries de Louis XIII et des armoiries également du cardinal. Et le troisième port auquel on ne s'attend pas, c'est Brouage. Brouage, qui est un port catholique, qui est là pour mater un port protestant qui est à côté, qui est La Rochelle. Et la guerre entre Brouage et La Rochelle est quelque chose d'épouvantable, au point que les protestants vont aller jeter dans la rade de Brouage, dans ces années 1573-1628, des vieilles carcasses de bateaux remplies de pierres. Et par conséquent, ça va ensabler Brouage. Et vous avez cette magnifique citadelle aujourd'hui, quand vous allez à Brouage, qui se trouve en plein milieu des terres, en plein milieu des herbes folles et du gazon, alors que c'était fait pour défendre un port de guerre. Et donc ça, ce sont les trois ports de Richelieu, Toulon, Brouage et Le Havre. Et puis, le tirant d'eau des bateaux va augmenter. Sur un navire de Richelieu, vous avez 60 canons. Sur un bâtiment de Colbert, 40 ans plus tard, en 1669, eh ben, vous montez à 74, 100, voire 120 canons sous le fils de Colbert. Et donc, Brouage n'est plus utilisable. On va donc créer, et c'est le cousin germain de Colbert, Colbert du Terron, qui va créer Rochefort en 1665, qui est aujourd'hui un site merveilleux. Moi, j'adore aller à Rochefort. On est toujours sous Louis XIV. L'hôtel des Vermandois, les rues pavées, la corderie qui a été remarquablement restaurée, 300 mètres de long, puisque les cordages les plus longs faisaient 300 mètres. Donc, il fallait avoir un bâtiment qui avait la longueur des cordages et non pas des cordes, puisque sur un bâtiment, il n'y a que des cordages et une seule corde, qui est la corde pour sonner le repas, c'est celle de la cloche de la cuisine. Et puis, le port de Brest, c'est Colbert qui le développe. Colbert a trouvé Brest avec 2000 habitants. C'était un trou. Et par contre, en 1715, à la mort de Louis XIV, le port, c'est 15 000 habitants. Et donc, on a cette France de Colbert qui aboutit à la France d'aujourd'hui, c'est-à-dire Toulon et Brest, les deux ports principaux. Et Rochefort, à peine créé, va décliner, parce que créer un port à 25 km de la mer sur la Charente, c'était fait pour être à l'abri des Anglais et des Hollandais, mais on est tellement à l'abri que lorsque les bâtiments français ont 100, 120 canons, eh bien, on ne peut plus descendre la Charente. Donc, il fallait faire descendre les navires par des chemins de halage de chaque côté, des chevaux qui tiraient les bâtiments jusqu'à l'île d'Aix. Et puis, il fallait descendre également tous les canaux jusqu'à l'armement du côté donc, de l'île d'Aix. Ce n'était pas pratique du tout. Il y a des questions du chat aussi qui a un rapport à ça. Vous avez parlé notamment de Colbert qui a un peu réformé la marine. Vous avez évoqué rapidement en fait Vauban aussi, qu'on connaît bien du coup pour les stèles Vauban. Et la question qui était en lien avec ça entre ces deux personnages, c'est quelle était en fait, est-ce que en fait la marine française aurait été aussi puissante, aurait eu le même effet sans en fait l'impact et l'aspect Vauban en fait, sans les avancées de Vauban. Ah, il est évident que Vauban joue un rôle dans les fortifications et dans l'aménagement des ports considérable, que ce soit sur la Manche et la mer du Nord. Il se méfiait beaucoup des Anglais. Il y avait une petite fortification très ancienne du Moyen-Âge à Cherbourg et il a préféré la détruire. Ça, c'est typique dans l'esprit du XVIIe. Parce que si on laisse une fortification et que les Anglais s'en emparent, eh bien, si ce petit bout de Cherbourg qui existe du temps de Vauban était pris, eh bien, ça serait une passerelle pour l'ennemi. Et donc, il l'a fait détruire, et ce n'est qu'à partir de Louis XVI que l'on aura un vrai port à Cherbourg. À Toulon, Vauban a fait faire des travaux absolument considérables, avec parfois des erreurs, notamment détourner des eaux, un canal qui va aller vers un pont, qui est le pont du Las, et ce détournement des eaux va être préjudiciable au vaisseau parce que cette eau de mer uniquement sans l'eau du canal va être remplie
de vers, ces vers qui attaquent le bois, ce qui n'était pas le cas auparavant. Mais c'est Vauban qui va faire ce que l'on appelle toujours à Toulon aujourd'hui la darse Vauban. Darse est un mot arabe, comme beaucoup de mots dans la marine. Amiral est un mot arabe, hein, c'est émiral. Émir, c'est l'émir de la mer. Arsenal, c'est un mot arabe, c'est l'endroit où on construit des bâtiments. La darse, la darsène, ce sont également des mots qui viennent de la rive sud de la Méditerranée. Et Vauban a joué un rôle de constructeur de fortifications absolument considérable. On avait une autre question qui, merci en tout cas pour la réponse. Hein. Ces deux grands personnages étaient forcément liés. On nous dit comment est-ce que se fait-il que la France ait loupé le grand départ des explorateurs au même temps, au même titre que l'Espagne et le Portugal en fait? Comment la France a loupé le grand départ alors que l'Espagne et le Portugal, eux, l'ont pris? Le Portugal et la Castille, plus que l'Espagne, qui étaient deux royaumes indépendants jusqu'en 1516, jusqu'à la mort du grand-père de Charles Quint, Ferdinand d'Aragon, ces deux puissances ont lancé les grandes découvertes en pratiquant des sauts iliens. Ils sont allés vers les Canaries, ils sont allés vers les Açores. Christophe Colomb va encore plus loin, il arrive vers les Antilles, c'est lui qui voit la Martinique, c'est lui qui voit la Guadeloupe, et ces hommes qui aujourd'hui n'ont pas toujours bonne presse, les statues de Christophe Colomb sont détruites sur le sol américain, ce qui est une erreur, parce qu'on les regarde comme d'abominables colonisateurs. Mais ce sont des hommes qui sont des découvreurs avant d'être des colonisateurs. Ils ont débarqué sur des terres inconnues. On ne peut pas le leur reprocher, sinon on ignorerait toujours aujourd'hui l'Amérique du Nord ou le Brésil avec Cabral, on ignorerait ces terres. Il ne faut pas confondre le découvreur, qui est un homme de savoir, hein, Christophe Colomb était un homme très cultivé, plus tard c'est Jacques Cartier, et effectivement, vous avez raison là aussi, la France a raté la grande découverte maritime du XVIe siècle, car il ne faut pas oublier que le XVIe siècle français, celui de Marignan, 1515, celui de Pavie, 1525, ce sont les guerres d'Italie. Et donc, c'est quand même assez extraordinaire quand vous prenez quelques dates. 1515, la France, François Ier, il est où? Il est à Marignan. Et où sont les Castillans en 1519 avec Cortés? Ils sont à Mexico. Et donc, c'est quand même assez extraordinaire de voir qu'en 1525, nous, on est à Pavie avec toujours François Ier, alors que les autres sont déjà sur le sol d'Amérique du Nord. Et donc, la France n'a pas besoin à l'époque de la mer. Elle a 20 millions de sujets sous Louis XIV, elle en avait 16 sous François Ier. C'est le pays de la douce France, l'agriculture, on est dans une zone particulièrement agréable, on a du blé, on a du vin, c'est-à-dire les plantes de la Bible, hein, l'hostie, le sang du Christ, le corps du Christ, on a des oliviers en Provence, on n'a pas besoin. Les Anglais, tout petit pays, 6-7 millions d'habitants, la Castille 4, l'Aragon 2, et donc eux, ils manquent de ressources et ils sont allés chercher quelque part ce qui sera les civilisations précolombiennes, l'or, l'argent, dès le temps de Christophe Colomb et de ses successeurs. Donc les guerres d'Italie, qui ont été réhabilitées aujourd'hui par certains bons livres du reste, je pense à Le Fur, ces guerres d'Italie ont localisé la dynamique française dans le Milanais, la Lombardie, la conquête du royaume de Naples à partir de Charles VIII, qui se poursuit sous Louis XII, alors que la péninsule ibérique, elle part avec Magellan vers Calicut, elle part vers les Indes orientales, et la Castille part vers les Indes occidentales. Et donc, à partir de ce moment-là, on a un retard que Richelieu va combler. 1635, prise de la Guadeloupe par quelqu'un qui s'appelle Monsieur donc, de l'Olive, et par la conquête de la Martinique en 1635,
qui s'appelle, celui qui la découvre et qui s'en empare au nom de Louis XIII. C'est Pierre Belin d'Esnambuc, qui est un ancêtre direct de l'impératrice Eugénie de Montiro. C'est assez amusant, la femme de Napoléon III. Et aujourd'hui, évidemment, ces hommes sont mal vus dans ce que l'on appelle le wokisme, justement, mais il fallait bien que quelqu'un, un jour, aille découvrir la Martinique. Alors, ce n'était peut-être pas une raison pour soumettre les populations, mais il fallait bien les découvrir. Et aujourd'hui, on a débaptisé d'ailleurs à Paris la rue de l'Olive. On a tronqué une partie du nom du découvreur. Ok. Super intéressant. On nous dit merci du coup pour les réponses qui sont très intéressantes et très enrichissantes. Bah nous on va très bien. On nous demande comment on va. Bah, je pense qu'on va bien. On parle d'histoire maritime. Donc moi je suis très content avec quelqu'un qui a un puits de savoir sur le sujet. Donc moi je suis aux anges. Donc je suis très content. J'espère que ça vous plaît aussi dans le chat, les réponses qui sont faites par Monsieur Michel Verger-Franceschi. Donc merci à vous pour ces échanges. Moi j'aurais une autre question pour vous sur ces aspects. Vous avez parlé de Richelieu, vous avez parlé de Colbert, de Vauban du coup pour les apports sur la marine française. Qu'est-ce qui a fait qu'il n'y a pas eu cette transition, que ça a pu perpétuer en fait cette tradition française de la marine française efficace et fonctionnelle? Alors, il y a un historien anglais qui a parfaitement raison de dire, en France, la marine, c'est l'histoire d'un homme. Alors, ça a été vrai, elle a été victorieuse sous Richelieu. Et puis, les navires en bois, ils pourrissent. Et donc, entre Richelieu 1626 et la mort de Colbert 1683, vous avez 60 ans. Et donc, il a fallu reconstruire des vaisseaux avec Colbert, et qui est le deuxième refondateur de la marine. Et puis, son fils Seignelay meurt à son tour, après avoir eu quelques défaites, comme la défaite de la Hougue, par exemple, en 1692. Et il faudra attendre très longtemps, jusqu'à Choiseul, sous Louis XV, pour avoir à nouveau un grand ministre de la Marine, puis Sartine sous Louis XVI, et enfin, au XIXe siècle, Napoléon III lui-même, qui s'intéressera beaucoup à la marine. Et donc, cet historien anglais vous dit, en France, la marine est une histoire individuelle d'un homme. Et en Angleterre, c'est l'histoire d'un peuple. Et là est toute la différence. La Royal Navy, elle, qui est créée par Henri VIII Tudor, qui a commencé un petit peu sous son père Henri VII, celui qui avait créé Portsmouth et Plymouth en 1509, eh bien, les Anglais ont besoin d'une marine. Vous n'avez pas de vin. Les Anglais, ils aiment bien l'alcool, toujours aujourd'hui. Donc c'est vrai que le vin de Bordeaux, le regret de cette Aquitaine qui leur avait été apporté par Aliénor d'Aquitaine, ça a beaucoup joué. Et puis le sel, il est en Méditerranée. Donc les navires de Méditerranée, ils portaient vers le nord le sel, ils portaient vers le nord les anchois, ils portaient vers le nord le vin. Et les navires de commerce du nord, eux, ils portaient le beurre, ils portaient le chanvre. Et donc il y avait un échange constant de denrées entre ce que l'on produisait, et les Anglais ont été parmi les premiers à prendre des colonies. La France avait la Martinique, la Guadeloupe pour le sucre, le tabac, le coton. Les Anglais ont eu la Jamaïque. Et là, vous avez tout un monde qui se met en place et dont il reste aujourd'hui d'ailleurs de grands atouts et de grands amis. La Martinique est un territoire français, la Guadeloupe est un territoire français depuis 1635, c'est-à-dire 130 ans avant la Lorraine, 150 ans avant la Corse, 230 ans avant la Savoie et 230 ans avant le comté de Nice. Donc ce sont des terres françaises depuis l'époque de Louis XIII. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais on se rend compte que ces territoires des Antilles sont plus français, enfin, plus anciennement dans le territoire français que d'autres territoires du territoire métropolitain, quoi. C'est ça qui est assez dingue quand on le prend. On est en Martinique, à Fort-de-France, l'ancien Fort-Royal. On est en France depuis plus de 400 ans et à Nice depuis un peu plus d'un siècle. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte, hein, on se dit que Nice, ça fait beaucoup plus longtemps, mais en fait, non, pas du tout, quoi.
En tout cas, on nous remercie dans le chat, on dit que c'est très intéressant. Encore une fois, moi, je remercie les gens qui dans le chat pour vos remarques. N'hésitez pas, comme je dis, je vous invite à poser des questions. C'est le moment. On a la chance et l'honneur du coup d'avoir Monsieur Verger-Franceschi parmi nous aujourd'hui qui est un puits de connaissances encore une fois sur le sujet. Donc, je vous invite vraiment à lui poser toutes vos questions sur le sujet. Moi, j'aurais une question sur la suite. On a parlé, vous avez parlé de Richelieu, de Colbert, de Vauban. Est-ce qu'il y aurait d'autres acteurs importants dans l'histoire de la marine française qui ont eu une implication aussi peut-être prépondérante que ces différents personnages? Alors là, on a parlé, c'est assez injuste, des politiques. Et on a parlé des politiques qui n'embarquent jamais. Colbert, Richelieu, ce ne sont pas de grands combattants. Et donc, une armée, puisque la marine, c'est une arme de guerre, au même titre que la cavalerie, qui est beaucoup plus chic, parce qu'un officier de cavalerie, il doit acheter le régiment, il achète les chevaux, c'est donc la haute noblesse qui sert dans la cavalerie. La noblesse moyenne sert dans l'infanterie, et puis la noblesse très pauvre de Bretagne et de Provence, on ne peut pas acheter un bateau, on ne peut pas acheter un équipage. Donc moi, j'ai étudié la marine parce que c'est le premier corps au service de l'État qui est un corps de méritocratie sans vénalité des offices. À une époque où on achetait une charge de conseiller au Parlement de Rouen ou au Parlement d'Aix-en-Provence, eh bien, un capitaine de vaisseau, il n'achète rien, si ce n'est au prix de son sang. Et donc, les marins, parmi les plus grands, on a eu évidemment Jacques Cartier pour le Canada du temps de François Ier, et puis ensuite Samuel Champlain, toujours pour le Canada du temps de Richelieu en 1635, qui meurt d'ailleurs au Canada en 1635. Et puis on a tous ces grands officiers qui vous montrent que le règne de Louis XIV connaissait très bien ce qu'était la méritocratie, ce qui fait qu'il n'y a pas de révolution sous Louis XIV. Pourquoi? Vous regardez Jean Bart, il est fils de pêcheur et il est chef d'escadre des armées navales, c'est-à-dire contre-amiral. Vous prenez Abraham Duquesne, en plus, lui, il est protestant, il est huguenot. Son grand-père était cordonnier en Normandie, il devient marquis Duquesne, il est créé marquis par Louis XIV, qui lui donne d'ailleurs un très beau château qui n'existe plus aujourd'hui à côté d'Étampes. Et ce petit-fils de cordonnier devient lieutenant général des armées navales, c'est-à-dire l'équivalent de vice-amiral d'escadre aujourd'hui. Vous prenez Duguay-Trouin à Saint-Malo, qui était le fils d'une petite veuve armatrice de Saint-Malo. La méritocratie existe. Elle n'existera plus sous Louis XVI, et là, vous aurez la Révolution, parce qu'à partir des édits de Ségur de 1780, pour être officier, il faut avoir un père, un grand-père et un arrière-grand-père noble depuis plus de 100 ans. Et si vous mettez un couvercle sur une marmite qui est en train de chauffer, eh bien, vous aboutissez au 14 juillet 1789. Donc, Louis XVI a commis des erreurs impardonnables et énormes, et Louis XIV mérite jusqu'à aujourd'hui toute notre admiration, et il la mérite tellement que Napoléon reprendra des mesures de Louis XIV en créant les lycées, en créant la Légion d'honneur avec un ruban rouge, de même que Louis XIV avait créé l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis avec un ruban rouge, et la méritocratie réexistera avec Napoléon comme elle existait sous Louis XIV. Ce n'est pas un hasard si jusqu'à aujourd'hui, nos étudiants savent qu'ils font partie des plus grands souverains français, puisqu'il y a une grande justice dans la société de l'époque. Vauban n'était pas quelqu'un d'une très grande naissance, c'était la petite noblesse d'un pays glacial en hiver qui est le Morvan, et il a vraiment réussi en 74 ans de vie à laisser un nom jusqu'à aujourd'hui, comme Jean Bart, Duguay-Trouin. Bon. Donc les combattants ont joué un rôle considérable. Les choses vont se gâter au XVIIIe siècle parce que Louis XV n'a pas mis le paquet, si je puis dire, sur la marine. Et donc, si la première guerre, qui est la guerre de succession d'Autriche de 1744 à 48, a fini par une paix de statu quo, ça n'est pas le cas pour la guerre de 7 ans, de 1756 à 63. Il faut quand même bien voir que Louis XV perd Québec, perd Montréal avec la mort à Québec du marquis de Montcalm en 1759 dans les plaines d'Abraham. La France perd la Guadeloupe en 1759, elle perd la Martinique en 1762, elle perd même les îles des côtes bretonnes comme Belle-Île, et donc le traité de Paris de 1763
est un traité tellement catastrophique qu'il engendre d'ailleurs un ressentiment qui est porteur de révolution. Parce que les gens en 1763 se disent pourquoi la noblesse qui est à la tête des armées, pourquoi elle est privilégiée, pourquoi elle est dispensée d'impôts, alors qu'elle est capable simplement de perdre nos colonies. Et par conséquent, le privilège accordé à la noblesse devient tout à fait injustifié. La flotte de Toulon a été perdue au large de Lagos en août 1759 en totalité, 20 vaisseaux, et la flotte de Brest a été perdue en novembre 1759 à cause de l'incurie du ministre qui fait sortir une flotte de Brest en plein mois de novembre, et donc la flotte est perdue. Et le résultat, c'est le traité de Paris en 63. Nous n'avons plus de vaisseaux. Et alors, on a deux ministres, le duc de Choiseul, sous Louis XV, et monsieur de Sartine, que l'on appelait Sardine, et qui a donné son nom à un bâtiment qui s'est échoué dans le port de Marseille, ce qui fait que la Sardine a bouché en effet le port de Marseille, c'est vrai, ce bâtiment a bouché la rade, et donc qui ont essayé, avec ensuite le maréchal de Castres, qui est le dernier grand marin de la marine sous Louis XVI, qui ont restauré la marine, qui a bien fini l'Ancien Régime avec la guerre d'indépendance américaine. Il est évident que de 1778 à 1783, tous les contemporains du marquis de Lafayette, du bailli de Suffren, du comte de Grasse ont été les héros de cette démocratie qui préfigurait la Révolution et qui annonçait la naissance d'un État démocratique qui sont les États-Unis d'Amérique à partir de 1776, qui vont déboucher sur l'idée d'un État sans un souverain héréditaire. Ça sera Washington pour les États-Unis, et en France, ça débouchera sur le directoire, le consulat, le premier consul et Napoléon à nouveau. Merci pour ces réponses. Moi, je rappelle aux gens qui nous écoutent, à nos moussaillons qui sont sur le pont du flot d'histoire, n'hésitez pas à poser, je vous invite même à poser vos questions, si vous avez des questions, vous avez des précisions de notre invité, même si les réponses sont extrêmement précises et intéressantes. Ah, je suis pas le seul du coup à être un peu malade. Du coup, nous on était sur les différents acteurs. Est-ce qu'aujourd'hui on peut voir peut-être à travers le temps un petit peu les intérêts de la marine française, quels étaient ses intérêts, qu'est-ce qu'elle a défendu en fait comme intérêt et objectif? Ah, la marine a toujours joué, depuis qu'elle existe, depuis le XVIe siècle notamment, depuis Charles IX jusqu'à aujourd'hui, un rôle considérable de protection des côtes. Et c'est pour ça d'ailleurs que je travaille beaucoup aussi sur la Corse, parce que on regarde nos îles comme des terres un petit peu parfois d'outre-mer. On ne peut pas considérer que la Corse est une île d'outre-mer. La Corse, elle est à 40 minutes d'avion de Nice à partir de Bastia. Elle est à un peu plus d'une heure et quart à partir de Paris. Et les îles, comme les navires de guerre, sont des protections. Et alors, il y a une chose qui est très importante à noter, mais que plus personne ne dit. Vous prenez Porquerolles, vous prenez Ouessant, vous prenez l'île de Saint, les titulaires de ces îles sous l'Ancien Régime recevaient tous du roi de France, comme pour la Guadeloupe, comme pour la Martinique, le titre de marquis, marquis de Porquerolles, marquis de Belle-Île. C'était le cas du petit-fils de Fouquet, propriétaire de Belle-Île. Pourquoi marquis? Parce que ce sont les marches du royaume. Et donc, en Corse, le père de Pascal Paoli, Hyacinthe Paoli, avait reçu le titre de marquis du seul roi que la Corse ait connu, qui était Théodore de Nehoff, ce qui fait que dans l'esprit de l'époque, la Corse, comme Bréa, comme l'île Sainte-Marguerite ou comme Porquerolles ou l'île du Levant, eh bien, c'était une marche de ce royaume de France. Ça n'a rien à voir, contrairement à ce que certains prétendent aujourd'hui, avec une Polynésie où nos compatriotes et amis de Polynésie n'ont été français qu'à partir de 1842, en étant donc totalement étrangers à toute l'histoire de Samuel Champlain jusqu'au duc de Choiseul, en passant par Louis XIII, Richelieu, etc. Et par conséquent, c'est important de dire ce genre de choses pour éclairer
un avenir, en particulier l'avenir de la Corse, avec une autonomie qui est en question. Je prépare d'ailleurs un travail là-dessus pour une publication très prochaine, pour comprendre ce qu'est et ce que sont les îles, que l'on compare, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec cette Corse qui a été le premier morceau de la France libérée, comme l'a dit le général de Gaulle en 1943. C'est un porte-avions. Une île, c'est un porte-avions qui protège le continent qui est derrière. Imaginez que les Anglais, qui se sont emparés de Gibraltar en 1704 et qui sont restés depuis à Gibraltar, qui se sont emparés de Minorque en 1707, qui se sont emparés de Bastia en 1745, qui se sont emparés de la Corse de 1794-96 en attendant de s'installer à Suède dans les années 1950. Imaginez que les Anglais soient installés dans l'île de Corse. Eh bien, le porte-avions, c'est la Royal Navy qui menace le premier port de guerre français, Toulon, et le premier port de commerce français, c'est-à-dire Marseille. Et depuis que les Anglais se sont installés à Gibraltar, Toulon n'est plus le premier port de guerre français, c'est Brest. Et Marseille n'est plus le premier port de commerce français, c'est Bordeaux. Et donc, la mutation s'est faite entre 1704 et 1789. Et donc, une île, ce n'est pas la peine de discuter sur des caractères uniquement politiques, c'est-à-dire autonomie, indépendance, etc. C'est un caractère stratégique. Et vous avez un excellent exemple de l'importance stratégique d'une île, en deux mots, d'une île, c'est Catherine II de Russie. Les lettres de Catherine de Russie à Pascal Paoli, c'était il faut châtier ces coquins de Français parce qu'elle voulait avoir deux escales qui étaient Bastia et Ajaccio, qui sont maintenant deux ports français, parce que pour reposer une escadre qui partait de Saint-Pétersbourg, de Leningrad, qui arrivait pour menacer l'ennemi traditionnel de la Russie, c'est-à-dire Istanbul, Constantinople, il fallait 10 à 11 mois de mer. Au bout de 65 jours, 68, 75 au maximum, le scorbut se déclare. Donc, les mandarines à feuilles, où c'est qu'on les a, les clémentines? En Corse, les oranges en Corse, les citrons en Corse. C'est la raison pour laquelle Hamilton était gouverneur de Naples et c'est la raison pour laquelle sa femme est devenue la maîtresse de Nelson, tout simplement parce qu'il voulait lui aussi la Sicile, la Sardaigne, le royaume de Naples, de façon à avoir de la vitamine C pour la Royal Navy. Et donc tout ça, on ne peut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier aujourd'hui que nous sommes dans des situations difficiles. Lorsque la fameuse opération spéciale de Russie a commencé contre l'Ukraine, quelle a été la première chose que l'on a vue à la télévision? C'est l'île des serpents. Lorsqu'on nous parle de la Chine et de son premier voisin qui peut être en danger, c'est l'île de Taïwan. Et donc les marines, comme les îles, ce sont des endroits stratégiques qui jouent un rôle majeur et on s'en est aperçu pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est une magnifique explication sur le rôle. J'ai bien aimé la petite référence aux îles comme la Corse qui sont des porte-avions pour défendre du coup l'hexagone. On dit plutôt dire mexagone que métropole apparemment. Aujourd'hui, il faudrait plutôt dire hexagone que métropole. Mais bon, ça c'est un autre débat. On remercie encore une fois sur le chat pour les explications et puis pour la clarification des propos. C'est d'ailleurs une île métropolitaine. Voilà. La Corse est une île métropolitaine. Toutes nos îles de Provence, de Normandie qui ont été perdus et nous nous en mordons les doigts tous les jours. Il suffit d'interroger des pêcheurs bretons qui regrettent Jersey et Guernesey depuis Philippe Auguste. Et les eaux territoriales et les eaux poissonneuses autour de la Grande-Bretagne, eh bien, nous les avons perdues dans les années 1200. Et aujourd'hui, personnellement, je trouve que c'est dommage. Eh ben, moi aussi, je suis d'accord aussi. Alors, question qui fait suite là. On a évoqué un petit peu l'évolution des intérêts. Moi, j'ai envie de poser la question qui est un petit peu en lien avec celle-là. C'est comment la marine française, elle a réussi, en tout cas, on l'a vu avec parcimonie, à s'adapter au fur et à mesure des situations en fait et du temps, aux autres marines et en fait à son environnement.
La marine a eu évidemment énormément de mutations. La première mutation, ça a été la disparition des galères. Nous avions une flotte de galères à Marseille, de même que le pape avait une flotte de galères à son service. À Gênes, il y avait plusieurs flottes de galères. Il y avait celle de la République de Gênes, mais il y avait aussi les 15 galères à peu près de chacune des grandes familles importantes, dont les Doria, par exemple. Andrea Doria est le chef de 2 flottes, la sienne plus celle de la République. Venise avait ses galères. Et tout d'un coup, l'artillerie apparaît. Et à partir du moment où vous montez des canons avec de la poudre sur un bâtiment, eh bien, des 2 côtés, les rames doivent disparaître. À partir du moment où il y a des canons, il n'y a plus de place pour les rameurs. Et donc, la galère qui existait avec les Étrusques, avec les Carthaginois, avec les Phocéens, avec les Grecs, avec les Romains, avec toutes les civilisations de l'Antiquité, la galère, je dis toujours que c'est l'instrument qui a duré plus longtemps que n'importe quoi dans l'histoire de l'humanité. Vous avez 2000 ans pour la galère. En Baltique, les Russes utilisaient encore des galères en 1830. Et donc, si vous regardez du temps des guerres puniques en 260 avant Jésus-Christ, eh bien, ça fait plus de 2000 ans. L'ordinateur ou la machine à laver, le lave-vaisselle, ils sont loin d'égaler l'instrument qu'a été la galère. Donc, la première mutation, ça a été le canon qui a mis fin à cette marine qui était formidable parce qu'elle était totalement autonome, elle pouvait se déplacer, même quand il n'y avait pas de vent, il suffisait de voguer, puisque c'est une erreur, et ça je le dis pour les jeunes auditeurs, on ne rame pas sur une galère. D'ailleurs, on dit toujours vogue la galère, on voguait, et donc on ne rame pas. Les rameurs, contrairement à ce que l'on voit dans la plupart des films, ne voguaient pas, c'est-à-dire ne ramaient pas assis, parce qu'on n'a pas la force. Donc, ils voguaient debout, et quand ils retombaient sur leur banc, c'est-à-dire le banc de nage, ils redescendaient avec leurs rames et ils se remettaient debout pour avoir la force musculaire nécessaire de façon à faire avancer cette galère à la force des bras. Ça a été la première révolution. La deuxième révolution, évidemment, ça a été le passage des marines en bois à partir de 1830. Le premier bateau Fulton, bateau à vapeur, bon, qui n'est pas français, mais américain, c'est 1807. À la même époque, la charrette en bois pour transporter les denrées par terre est remplacée par la première locomotive, donc Stephenson, du côté anglais, en 1830. Et là, on voit malheureusement le premier accroc dans l'importance de la France. Fulton n'est pas français, Stephenson n'est pas français. Et donc la Révolution s'est tiré une balle dans le pied en 1789. Les officiers de marine, qui étaient presque tous d'un rang nobiliaire, même s'ils n'étaient pas tous nobles, eh bien, ils ont émigré. 1200 émigrés sur 1657. Et lorsque vous avez donc 1200 commandants qui émigrent, c'est-à-dire plus des 3/4, on comprend Aboukir en 1798, on comprend à Trafalgar en 1805, parce que pour former un bon marin de la marine à voile, il faut 20 ou 30 ans de connaissance des vents, des courants. Et donc, on va passer de cette marine à voile et en bois à une marine en fer, avec une très belle thèse qui est celle de Madame Battesti sur la marine de Napoléon III. Napoléon III, qui crée des bâtiments comme la Gloire, comme le Napoléon, à partir de 1848-1850, lorsqu'il est encore président de la République à ce moment-là. Au passage, j'aime beaucoup dire que le premier président de la République française était corse, puisque c'est Louis-Napoléon Bonaparte qui a été le premier président de 1848 à 52 avant de devenir le deuxième empereur sous le nom de Napoléon III. Eh bien, là, la marine s'adapte et aujourd'hui, évidemment, les marins ont conservé le code de l'honneur, le code de la valeur, le code du service, qui a toujours été le leur. C'est vraiment un corps tout à fait spécifique, qui est un corps difficile, parce qu'à travers les âges, ça a toujours été, à la différence du fantassin du cavalier, un corps de renoncement. Ces hommes jeunes de 20, 25, 30 ans
ils renoncent aux femmes. Parfois, pendant des mois, lorsqu'on ne les débarque pas en rentrant des Antilles, ils vont rester 2 ans privés de femmes. Ils sont privés, s'ils sont nobles, de tous les plaisirs. La chasse, on ne chasse pas sur un navire. Le jeu est interdit parce que le jeu, ça entraîne des rixes. Le tabac est interdit parce que si on fume, on peut mettre le feu aux poudres, c'est le cas de le dire, si un mégot ou une pipe venait à tomber. Donc on peut fumer à condition d'être au-dessus d'une bassine d'eau à côté donc du mât principal. Il y avait des mesures qui étaient très très strictes. Mais on voit, et on le voit aujourd'hui avec les sous-marins nucléaires, on le voit avec les porte-avions, la marine non seulement s'adapte à son époque, mais elle adapte une époque. Et regardez la médecine. La médecine navale a fait faire des bons considérables à l'ensemble de la médecine. Parce qu'un médecin à bord qui voit quelqu'un qui a les gencives qui saignent, alors ça, c'est plutôt le scorbut. Les dents qui tombent, c'est plutôt le scorbut, mais qui est complètement aphasique et qui a la dysentérie. Ça, c'est plutôt l'eau qui est corrompue. C'est très difficile de faire un diagnostic. Et donc, la médecine navale, comme les techniciens, comme les ingénieurs de marine, comme les commissaires de marine, commissaires des bois, commissaires des fortifications, etc., ont tous joué dans la société un rôle absolument considérable à partir notamment de 1626, qui est vraiment la date de création en France d'un corps qui a toujours été un corps d'élite et techniquement très développé. Ah, il y a une question, merci en tout cas pour la réponse. On a une question qui est en lien, parce que par exemple, hier on a regardé un reportage sur le Vasa, notamment sur certains de ces bâtiments qui étaient vraiment très arborés, très colorés, avec énormément de matériaux qui étaient plus, on va dire, des musées vivants que des vrais navires de guerre. Est-ce que du coup, les navires étaient aussi colorés, aussi riches en fait en termes de moulure, en termes de décoration, que ce qu'on nous montre en fait dans la fiction? Alors, toutes ces colonnes, toutes ces figures de proue, tous ces personnages qui soutenaient le balcon arrière du gaillard arrière des vaisseaux, parce que c'était là où se trouvait la grande chambre, c'est-à-dire l'appartement du commandant. Évidemment, on en a peu de traces puisque c'était du bois. Et tous ces bois qui étaient sculptés par de très grands sculpteurs comme Pierre Puget, que l'on appelait le Michel-Ange français, eh bien, tous ces vaisseaux ont disparu. Il suffit d'aller à Toulon et vous regardez sur le quai du port de Toulon, vous voyez les cariatides de Puget, que l'on appelle des cariatides à Toulon, ce qui est une erreur, puisque ce sont des Atlantes. Les cariatides, ce sont des femmes sculptées, et les Atlantes, ce sont des hommes. Et vous vous représentez très bien, puisqu'ils soutiennent depuis 1657 le balcon de ce qui est aujourd'hui l'Office de tourisme de Toulon, ils soutiennent donc ce balcon. Et on se rend compte du poids et de la décoration, de l'ornementation. Et on a encore une lettre des officiers de marine de Toulon qui est adressée à Louis XIV et qui est très drôle. Parce qu'ils disent à Louis XIV, Votre Majesté donne 5000 livres par an à Monsieur Puget pour faire des statues qu'il met sur nos vaisseaux. Nous suggérons à Votre Majesté de lui en donner le double et de lui interdire l'accès à l'arsenal, parce que le poids est tellement important que les navires, du coup, deviennent ce qu'on appelle de véritables sabots, c'est-à-dire des bâtiments qui n'avancent plus. Et donc, la rapidité, elle est essentielle, soit pour échapper à une force supérieure, les Anglais, soit échapper à des corsaires. Il y a toujours eu en mer de très grands corsaires. J'ai fait récemment la biographie de Surcouf, qui vient d'être couronné d'ailleurs par l'Académie des sciences morales et politiques la semaine dernière. J'en ai été extrêmement flatté parce que c'est un honneur bon, pour le livre, mais c'est aussi un honneur pour les marins. Et donc, Surcouf, c'est la fin du monde corsaire. C'est le premier chevalier de la Légion d'honneur de Napoléon, de la première promotion de 1804. Et là aussi, on voit bien l'importance que tous les grands personnages, Louis XIV ou plus tard Napoléon, attachés à ce type d'individu. Et il aurait peut-être pu
s'il avait été à la tête de l'armée au lieu de Villeneuve, faire quelque chose à Trafalgar l'année d'après, 1805, la Légion d'honneur c'est 1804, de plus utile que Villeneuve, qui était quelqu'un d'un peu souffrant, parce qu'il faut toujours penser, lorsqu'on étudie un homme, à son état de santé. Si vous prenez Tourville, eh bien Tourville, à la mer, il a été souvent battu ou il a manqué d'audace, mais il crachait le sang en tant que tuberculeux à partir de l'âge de 26 ans. Et ça compte dans un combat. Et vous prenez par contre Abraham Duquesne qui bombarde Gênes à l'âge de 84 ans en 1684 et qui est dans une forme physique éblouissante jusqu'à sa mort et qui est mort d'une crise d'apoplexie à 84 ans en montant dans son lit quelques années plus tard, la santé du chef est toujours extrêmement importante. Très bien. Merci, j'ai montré du coup rapidement, furtivement votre livre qui a été sur Surcouf justement pour en parler. Moi, ça m'amène à la question justement sur ces navires. Quelle était du coup l'importance de ces différentes marines françaises, de ces différents corps d'armée reliés à la marine française à travers le temps? Parce qu'on a vu qu'il y a une situation différente sous Colbert, sous Richelieu, sous du coup Louis XIV, sous Louis XV, sous Napoléon III. Quelle a été du coup son importance au fil du temps? Alors, cette marine donne l'impression évidemment d'être multiple, de changer, d'être plurielle, mais quand vous regardez les grades et les dignités, les grades, lieutenant de vaisseau, capitaine de corvette, capitaine de frégate, capitaine de vaisseau, ils datent de Colbert. Et ce sont toujours les grades actuels, et c'est Abraham Duquesne qui les a créés en 1665 et qui les a dictés à Louis XIV. Et après capitaine de vaisseau, ce ne sont plus des grades, contrairement à ce que croient beaucoup de gens, ce sont des dignités. Alors aujourd'hui, c'est contre-amiral, vice-amiral, vice-amiral d'escadre et amiral. Ça date de 1792. Autrefois, un contre-amiral, c'était un chef d'escadre. Un lieutenant général des armées navales, c'est devenu un vice-amiral ou un vice-amiral d'escadre aujourd'hui. Et les amiraux, il n'y en avait qu'un. C'était en général le fils du roi, le comte de Toulouse, le duc de Penthièvre, qui était le fils du comte de Toulouse. Auparavant, le comte de Vermandois, qui était le fils de Louis XIV et de Madame de la Vallière. Donc, la marine est un corps qui est très fier, avec raison, de sa tradition. Et donc, les noms qui sont donnés aujourd'hui à nos bâtiments, le Jean Bart, que j'ai connu, moi, en rade de Toulon, quand j'étais enfant, le Duquesne, où j'ai fait des conférences à son bord il y a quelques années, perpétue le Latouche-Tréville. Et donc, la marine conserve sa valeur, si vous voulez. Ce qui change, c'est la technique du bâtiment. Il est évident qu'un sous-marin ne ressemble plus à une galère du temps de Richelieu. Très bien. Je me rappelle s'il y a des questions, n'hésitez pas encore à les poser. On est là pour répondre à vos questions. Moi, j'aurais une question justement sur cette marine. Quels ont été les enjeux qui ont lié à la marine? Parce qu'on sait que vous avez dit justement qu'il y avait l'importance d'avoir aussi bien une armée sur terre que sur la marine. Mais on peut voir que par exemple entre Louis XIV, Louis XV, Napoléon ou encore Napoléon Ier et Napoléon III, ça n'a pas du tout la même importance. Quels étaient du coup en fait les enjeux qui ont été liés à ces différentes marines? Le premier enjeu, ça a été de déboulonner la puissance espagnole. Si vous regardez le XVIe siècle, c'est Charles Quint. C'est un empire. C'est le plus grand empire du monde, avec pour la France, parler de la France du temps de François Ier, ce n'est pas la France évidemment d'aujourd'hui. Calais est un port anglais jusqu'en 1558. Et François Ier, il est mort en 47. Dunkerque est un port anglais. Il sera acheté aux Anglais en 1662. Quand vous regardez, Nice n'est pas un port français jusqu'en 1860. Les régions qui ravitaillent la marine, comme la Savoie, tout le fromage qui était consommé à bord des vaisseaux du roi, arrivé de Savoie, c'était le gruyère. C'est-à-dire, c'était l'étranger, jusqu'en 1860, comme Nice, jusqu'à Napoléon III. Et par conséquent, la marine, son premier enjeu, ça a été de doter la France, avec Nice, avec Dunkerque, avec Calais, et puis avec la Bretagne, Brest, Saint-Malo,
Rochefort qui est créé, doter la France des frontières naturelles. On a même une phrase de 1675 où vous avez Colbert qui dit à propos de Haguenau en Alsace, c'est la marine de Colbert, qui a sauvé Haguenau. Alors on est un petit peu surpris parce qu'effectivement en 1675, le fait que Abraham Duquesne combatte en Méditerranée et soit victorieux du grand amiral hollandais qui était Michel de Ruyter, eh bien, ça renforce la puissance française en Alsace et c'est là que se livrent donc d'autres combats qui vont finir par aboutir au fait que Strasbourg va devenir français. Donc ces frontières naturelles, les Pyrénées, les Alpes et puis surtout la Méditerranée, la Manche, la mer du Nord et l'Atlantique, on les doit à la marine française. Donc il y a eu une création de la langue, d'abord, de l'unicité du français. Il fallait que Jean Bart, qui était de Dunkerque, soit compris sur le reste du royaume. Du Guay-Trouin, qui était breton, était par exemple commandant, c'est-à-dire préfet maritime, du port de Toulon dans les années 1730. Donc il y avait cette cohésion. La deuxième chose, c'était donc d'arracher, c'est Richelieu qui le dit en 1635, arracher le sceptre de Neptune à l'Espagne. L'Espagne possède tout. Le Mexique, 1519, le Pérou, 1525, le Chili, 1545, et puis en 1578, le roi de Portugal, bêtement, Sébastien de Portugal, meurt dans une espèce de croisade de fin du XVIe siècle, et il est tué en 1578. Sa dépouille est ramenée jusqu'à Ceuta, donc jusqu'au Maroc. Et Philippe II, fils de Charles Quint, sa mère est une princesse portugaise. Donc Philippe II hérite du Portugal. Alors hériter du Portugal, c'est pas extraordinaire, mais le Portugal, c'est le deuxième empire colonial mondial. C'est Calicut, ce sont les Indes, c'est tout ce qui est du côté de l'océan Indien. Et donc Philippe II devient le souverain qui possède un empire sur lequel le soleil ne se couche jamais, ce qui n'était pas le cas du temps de son père Charles Quint. Et Philippe II va même donner son nom à des îles qui sont aujourd'hui les îles Philippines, d'où leur nom. Et par conséquent, vous avez une France qui joue, et ça aussi je le disais souvent en amphi, le rôle de la tranche de jambon dans un sandwich. D'un côté, vous avez Madrid, ça appartient au Habsbourg Philippe II. De l'autre côté, vous avez Vienne, ça appartient à l'oncle de Philippe II. Et la France reste prisonnière des Habsbourg pendant très longtemps, ce qui expliquera aussi même le mariage de Napoléon avec Marie-Louise de Habsbourg. Il faut sortir de cet étau. Et donc, on arrive en 1643 à combattre l'Espagne à la bataille de Rocroi et on arrache le sceptre de Neptune à une Espagne qui avait été déjà diminuée depuis 1588 par la flotte anglaise. L'invincible Armada avait été battue. Donc le premier enjeu, c'était de devenir la première puissance du monde. Et l'objectif a été rempli. À partir de Richelieu, eh bien, toutes les grandes batailles du temps de Richelieu sont toutes des victoires sur la flotte espagnole. Guetaria, 1638, Vado, 1638, Cadix, 1640, Tarragone, 1641, et Richelieu meurt à ce moment-là en 1442. Donc la première marine du roi de France est une marine victorieuse. La deuxième marine, c'est celle de Colbert. Et il faut arracher cette fois-ci le commerce mondial à un tout petit pays de 3 millions d'habitants, ce sont les Hollandais. Mais les Hollandais, ils ont beau être petits, on les appelle les gueux de la mer, parce qu'ils vont chercher les épices, et les épices, elles se vendent, le poivre, au prix de l'or, et par conséquent, ils ont des colonies de Hollandais, y compris à Rochefort, sur les côtes françaises, et en 1678, après 6 ans de guerre de Hollande, vous avez un Louis XIV qui devient le premier souverain d'Europe et auquel la ville de Paris donne le nom de Le Grand, Louis le Grand. Et résultat,
c'est que le collège de Clermont, le premier collège de jésuites français qui a été créé à Paris en 1562, change de nom et devient le collège Louis le Grand. Et Napoléon fera de ce collège un lycée, c'est notre actuel lycée Louis le Grand. C'est dommage que dans le film Napoléon que l'on voit sur tous les écrans, on ne sache même pas que c'est Napoléon qui a créé les lycées. Ça s'adresse aussi à des jeunes qui ignoreront tout quand ils sortiront du film, des universités créées par Napoléon, de la Légion d'honneur créée par Napoléon, les lycées créés par Napoléon, le Code civil créé par Napoléon, tout ça disparaît dans le film. C'est un petit peu dommage de dépenser tant d'argent pour faire une œuvre quand on voit nos laboratoires du CNRS qui vivotent avec des sommes absolument toutes petites. Moi, je disposais de 8 000 € pour organiser des publications, pour organiser des colloques. Quand j'entends le nombre de millions d'euros pour faire un film qui n'apprend pas l'authenticité de l'histoire, je partage le point de vue de Jean Tullard qui dit qu'il ne conseille pas à ses étudiants d'aller le voir. Bon, la deuxième chose, à partir du XVIIe siècle, la France est la première puissance du monde et la marine a joué un rôle considérable. Ensuite, quand vous regardez ce qui se passe à partir de 1688 jusqu'en 1815, les historiens maritimistes appellent cette longue période la longue deuxième guerre de 100 ans, 1688-1815. Et à ce moment-là, on a un siècle qui n'est plus espagnol, le 16e, qui n'est plus français, le 17e, mais qui, grâce à la Royal Navy, eh bien, devient un siècle britannique. Et on aboutit du Cap au Caire, la volonté des Anglais de posséder toute l'Afrique, l'Égypte, Fashoda, on comprend tout le 19e à partir de ce moment-là. Et on comprend également la guerre, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 1905, le Kaiser, c'est-à-dire l'empereur d'Allemagne, dit « l'avenir de l'Allemagne est sur l'eau ». Et il ne faut pas oublier que Guillaume II, s'il aime la mer, c'est que par sa mère, il est le petit-fils de la reine Victoria et qu'il a donc vu des bâtiments de guerre au large de la Tamise quand il était enfant et qu'il allait en visite chez sa grand-mère à Londres. Mais du coup, il y a une question dans le chat, mais avant, je vais faire une petite transition justement parce que vous en avez parlé du film de Ridley Scott. Je voudrais remercier David Chantoran, du coup, qui est notamment historien, journaliste, qui dirige plusieurs revues, notamment Revue de Napoléon, qui dirige le musée, qui est conservateur au musée de Brienne, le château consacré à Napoléon, qui est du coup la personne qui nous a permis d'avoir Michel Verger et Franceschi aujourd'hui. C'est lui qui m'a recommandé notre invité du jour, donc je le remercie vivement pour ça. Et en plus, pour une petite exclusivité sur la chaîne, on va le recevoir le 20 décembre à 19 h. David Chantoran sera présent du coup pour nous parler justement de la représentation de Napoléon Ier dans la fiction, notamment dans le dernier film de Ridley Scott, et comment Napoléon a été traité. J'en parle rapidement. Hop. Transition. Ah, je l'ai plus. Je l'ai rangé. Et où la transition? Mince. Ah, je l'ai plus. Ouais, je sais pas où je l'ai rangé. J'avais un bouquin justement qui parlait de ça. Mais on le représentera du coup le 20 décembre avec David Chantoran, on en parlera. On a une autre question justement. Vous avez parlé du coup des flottes qui ont été détruites à Brest, des flottes qui ont été détruites à Toulon, des flottes qui ont été détruites assez rapidement. Il y avait une question par rapport à ça, c'est justement comment du coup la France arrivait du coup à construire et à refaire ces flottes alors que ça coûte de l'argent et c'est extrêmement long de faire une flotte. Mais ça coûte combien? Et c'est long de combien de temps? Combien ça prend du coup de refaire une flotte justement pour se remettre au niveau? Un vaisseau sous Louis XIV, ça coûtait 1 million de livres. Donc c'était une somme astronomique. Mais il fallait ajouter au prix de la construction le prix de l'entretien. Parce que un cheval, vous le brossez tous les matins. Et un vaisseau, l'hiver, il prend de la neige sur le pont, il prend de la pluie. Donc il faut le balayer, il faut l'entretenir. Et en plus, la marine, et on lui reproche souvent, y compris dans les couloirs de nos universités, quand j'étais étudiant, on voyait un sous-marin égal 2 ou 3 lycées, 11 kilomètres d'autoroute, on voyait ce genre de choses. Les marins mangent, comme militaires, les vivres du roi, et aujourd'hui les vivres de l'État. Et autrefois, les cavaliers et les fantassins ne mangeaient pas les vivres du roi, ils mangeaient les provisions des paysans, que ce soit les paysans de leur propre pays, la France, que ce soit les paysans des pays
dans lesquels ils étaient en train d'entrer, comme Napoléon, en Russie, à Berlin ou à Vienne, par exemple. Par conséquent, on a toujours reproché à la marine de coûter très très cher, au lieu de regarder ce qu'elle pouvait apporter, les découvertes, la Louisiane, Cavalier de la Salle, le Mississippi, le Canada, le Saint-Laurent, etc. On a toujours fait cette espèce de faux procès à la marine. Et alors Napoléon, évidemment, n'a pas été un grand vainqueur sur mer entre Aboukir et Trafalgar. Il faut dire que le tout artilleur qu'il était, le, le fait de tirer sur un élément, la mer, qui bouge, ça complique beaucoup les choses. Ça complique beaucoup les choses parce que il faut imaginer là où le boulet va frapper. Et avec le tangage et avec le roulis, il est évident que le bâtiment n'est pas stable comme un champ de bataille. Et d'ailleurs, paraît-il, c'est un sous-marinier qui me l'avait dit, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands visaient avec leurs torpilles pieds nus sur les sous-marins, de façon à sentir le mouvement de la mer à partir de leur coque beaucoup plus facilement qu'avec des chaussures. C'est très vrai. Le métier d'artilleur à bord d'un bâtiment de guerre est beaucoup plus compliqué que sur un champ de bataille. Alors les champs de bataille, David Chanteran, qui est un excellent ami, vous en parlera donc le 20 décembre. C'est ce qui est beau dans le film. Moi, je ne reproche rien à l'œuvre du film. Ce que je reproche, c'est le côté historique du film. L'œuvre, elle est très très belle. On peut voir effectivement de jolies choses. Ce qui est dommage, c'est d'en montrer des fausses. C'était facile de ne pas montrer Napoléon regardant Marie-Antoinette monter à l'échafaud. Ça, c'est faux. C'est dommage d'avoir l'impression, et pour nos élèves, pour les gens de notre âge, ça ne pose pas de problème, mais pour nos élèves de troisième ou de seconde, ils vont tous avoir l'impression que toute l'armée à Austerlitz a été noyée dans des lacs gelés. C'est un peu embêtant parce qu'ils vont confondre avec la Bérésina, ils vont confondre avec la campagne de Russie. Et ça, c'est dommage parce que ce ne sont pas des erreurs, c'est la volonté de faire des effets de style. Donc c'est un magnifique film hollywoodien. Ça, David vous le dira beaucoup mieux que moi, en bon expert du Premier Empire. Mais c'est dommage de ne pas respecter le métier d'historien, qui est un vrai, vrai, vrai métier. Et donc, nous nous attachons avec des moyens extrêmement limités, que ce soit dans les universités, dans les laboratoires de recherche, au CNRS ou ailleurs, à être au plus près de la vérité. Et donc, ce sont des publications qui atteignent 3000, 4000 personnes. Et c'est dommage que des films à très grand spectacle diffusent de fausses informations. Alors, il y a la beauté de l'œuvre, il y a la beauté de l'image, mais c'est dommage de ne pas diffuser l'authenticité de l'histoire. Ah bah, je suis tout à fait d'accord sur ce point. Moi, pour enchaîner un petit peu, je sais pas si ça avait répondu vraiment à la question sur le combien de temps ça prenait du coup pour créer une marine, comment on arrivait du coup à refaire une marine rapidement en fait sur Pour ce. faire un bâtiment comme la Couronne, qui a été le vaisseau phare de la marine de Louis XIII, il faut compter 20 ans. Ouais. De 1617-1618 jusqu'à son lancement en 1638. Il faut aller couper les bois, il faut aller en forêt. Colbert sera très prévoyant puisqu'il a fait planter nos actuelles forêts, notamment la forêt du Troncé. Et donc, ces forêts, aujourd'hui, elles existent depuis 300 ans, mais maintenant, la marine n'a plus besoin de chênes, n'a plus besoin de bois. C'est très, très long. Il faut amener du cuivre, il faut amener du fer qui vont arriver par Dieppe, par exemple, qui vont arriver par Dunkerque. Il va falloir fondre des canaux. Il va falloir avoir un nombre de personnel, de scieurs de long, de charpentiers, de charrons, de serruriers. Il y a beaucoup de fer sur un bâtiment. Et puis, tout ce que l'on va faire, les tonneaux, les barriques pour mettre de l'eau, pour mettre du vin, des sacs qu'il faut tisser pour y mettre de la farine. Et cette farine que l'on va faire cuire 2 fois
pour faire un pain très dur, d'où son nom de biscuit, puisque c'est cuit 2 fois. Donc, c'est ce qui a donné le mot actuel de biscuit, que l'on appelait le biscuit et non pas les biscuits à bord des navires. Il va falloir faire des conserves pour les mettre sur ces navires. Ce sont des conserves de prunes, de pruneaux, pour ceux qui sont malades des intestins. Il va falloir faire venir des bœufs qui arrivent d'Angleterre, d'Irlande, souvent en Angleterre à la nage. Et ces bœufs qui maigrissent dans la mer d'Irlande, eh bien, les bouchers irlandais mettent les carcasses dans les tonneaux et après, il va falloir transporter ces salaisons qui sont conservées dans le sel jusqu'à Brest ou jusqu'à Toulon. Donc, il y a toute une organisation du royaume. On dit toujours qu'en France, il y a 50 000 marins et en Angleterre 70 000, mais ça fait vivre beaucoup plus de gens. Ceux qui transportent le fromage de Gruyère depuis Chambéry, ceux qui transportent le vin, qui est toujours du vin de Bordeaux pour les matelots de Toulon à partir de Bordeaux, c'est tout un royaume qui avait un objectif et qui travaillait pour être la première puissance du monde. Et on est arrivé sous Louis XIV à être cette première puissance du monde au milieu du règne. La fin du règne commence à être un peu moins brillante parce que les pays, c'est comme les gens, il y a une jeunesse, il y a une maturité, et malheureusement, il y a un déclin, il y a une vieillesse, et ce déclin commence avec la vieillesse de Louis XIV et des fonds, et des revenus qui sont moins importants. Et alors après, Choiseul refera lui aussi une marine, mais c'est très long. Et la marine que Choiseul remet en route en 1761, c'est celle qui gagne la guerre d'indépendance américaine en 1783, c'est-à-dire à nouveau 20 ans, comme sous Richelieu, comme sous Colbert. Et une marine, elle est opérationnelle entre le plan que l'on commence à faire et le bâtiment qui est victorieux. Vous avez 2 décennies entre Choiseul et le maréchal de Castres. Merci pour les éclaircissements. Je pense que ça répond à la question qui était posée. Justement, ça m'amène une question sur ça. Si on résume un petit peu ce qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'il est primordial peut-être de savoir sur la marine française? Quels sont les éléments primordiaux à savoir pour ceux qui veulent retenir, quels sont les éléments essentiels qu'on devrait retenir? L'élément peut-être essentiel, c'est que en France, on part d'un parti pris. Les Anglais sont très bons et les Français sont mauvais. Et donc, on part d'une idée fausse que la Royal Navy nous aurait toujours enfoncés. C'est pour ça que j'ai fait une biographie d'Abraham Duquesne il y a fort longtemps, il y a 30 ans, qui avait eu d'ailleurs tous les prix, le prix du musée de la Marine, le prix Neptunia, le prix de l'Acoram. J'avais été très flatté, 7000 officiers de réserve de l'armée de mer, le prix de la Société de géographie, etc. Abraham Duquesne, c'est 60 ans de mer, 0 défaite. De 1626 jusqu'à la révocation de l'édit de Nantes, il a été obligé de quitter la marine parce qu'il était protestant, mais c'est le seul Français à être exclu de la révocation de l'édit de Nantes à cause de toutes les victoires qu'il a pu avoir. Et donc Louis XIV lui a permis de rester en France, alors qu'il ne l'a pas permis, par exemple, à un soldat de terre qui était le maréchal de Schomberg, qui est parti, lui, du côté britannique et qui se battra d'ailleurs contre Louis XIV à la bataille de la Boîne en 1690, eh bien, Abraham Duquesne, huguenot, a eu le droit de célébrer son culte chez lui jusqu'à sa mort en 1688 en raison des grandes victoires qu'il avait obtenues et du fait qu'il avait tué Michel de Ruyter, le plus grand marin du XVIIe siècle, dans les eaux de Sicile et de Syracuse en 1676. Et donc, c'est vraiment un des très grands héros du XVIIe siècle avec Colbert notamment. Et donc, c'est à peu près ce qu'il faut retenir, c'est que on a Tourville qui est victorieux à la bataille de Bévesier. Bon, il n'a pas exploité la bataille parce qu'il est toujours malade, il est toujours souffreteux. À Barfleur, il s'est battu à 1 contre 2. Il s'est très bien défendu. Évidemment, en 1692, quelques jours après Barfleur, bon, c'est la défaite de la Hougue, mais on a des gens comme Jean Bart qui ont été d'une utilité extraordinaire, qui est allé chercher les blés qui se trouvaient
en Norvège, le convoi de blé acheté par Louis XIV, dont les Anglais s'étaient emparés. Et donc, Jean Bart, en 1694, dans cette bataille du Texel, il est allé récupérer les blés et il les a ramenés à Dunkerque. Et Louis XIV a fait frapper une médaille, la France sauvée de la famine, grâce à Jean Bart. Et du Guay-Trouin également, la course, c'est évidemment un peu la marine du pauvre. Hein, la course, c'est pas la marine d'État, mais elle fait de grands ravages sur le commerce britannique. Et c'est encore le cas de Surcouf dans l'océan Indien dans les années 1801, la prise du Kent, jusqu'à Waterloo, hein, jusqu'en 1815. Et en France, on a une trop mauvaise image de la marine française qui nous a laissé des traités de médecine, la première école d'anatomie qui a été créée par un médecin de marine, le docteur Cochon Dupuis, dans l'hôpital actuel de Rochefort. La marine, elle nous a laissé aussi des tableaux merveilleux qui sont dans ce musée de la marine qui vient de réouvrir, qui sont les tableaux de Joseph Vernet, qui représentent tous les beaux ports d'époque Louis XV, Toulon notamment, Brest, également les tableaux et les gravures, les dessins d'Ozanne, de Nicolas Ozanne. On doit beaucoup de choses à la marine française, beaucoup plus que ce qu'imaginent les Français. J'ai même fait une émission pour Canal Académie, pour l'Académie française, sur Tintin et la marine. Le capitaine Haddock est un personnage qui est connu de tout le monde et qui était d'ailleurs un très beau personnage, qui incarnait très très bien le capitaine bourru, barbu et qui jurait tous les mots cédés, cornichon diplômé, ce genre de choses. C'était très drôle. Et moi, ça m'amène à une question, en tout cas merci pour les réponses, qui est assez intéressante. Justement, on a parlé de Surcouf, on a parlé aussi du Guay-Trouin, ces différents personnages. Est-ce qu'on pourrait peut-être faire une différence pour ceux qui ne connaissent pas forcément, qui ne sont pas affiliés à ces différences, entre la guerre de course et la guerre de ligne, entre l'armée peut-être la royale, comme on l'appelle l'armée française, et du coup cette armée de course plutôt de corsaires? Oui, la marine d'État, qui est la marine royale, est une marine un peu comme aujourd'hui un fonctionnaire. Le terme est tout à fait anachronique, mais un capitaine des vaisseaux du roi gagnait 2400 livres par an, un lieutenant de vaisseau 1000, et ceci de 1689 jusqu'à la Révolution, jusqu'en 1786. Donc c'était des gens qui prenaient des risques énormes, qui faisaient des campagnes énormes, qui restaient éloignés de chez eux très longtemps, pour des traitements qui sont comparables finalement avec un professeur du secondaire, voire un professeur d'université ou un directeur de recherche du CNRS aujourd'hui. Le corsaire, comme Abraham Duquesne, qui a été corsaire avant d'être officier de la marine du roi, en une prise, il pouvait gagner 50 000 livres, c'est-à-dire gagner 50 ans de la solde d'un lieutenant de vaisseau, c'est-à-dire d'un bonhomme entre 25 ans et 75 ans. Et donc, les risques étaient à peu près les mêmes. Les combats à l'abordage, les combats au boulet, les canonnades. Bon, et il valait mieux, à la limite, être corsaire, on pouvait s'enrichir. Surcouf, qui meurt en 1827 à l'âge de 54 ans, il laisse une fortune qui est égale à 5 fois le château de Combourg. C'est considérable. Ce n'est pas le cas d'un capitaine de vaisseau retiré du service qui a une pension relativement modeste et 4 ou 5 fils à élever, et un fils qui est garde de la marine doit recevoir de son père une pension de 400 livres par an pour faire ses études. Et si vous êtes un lieutenant de vaisseau avec une pension de 800 livres par an, que vous avez 2 fils, eh ben, si vous donnez 400 à chacun, il ne reste pas un centime pour l'épouse, pour les filles et pour manger tout simplement au quotidien. Donc la marine était un corps qui faisait beaucoup pour un salaire, un traitement. À l'époque, on disait des appointements plutôt que des émoluments, pour des appointements très faibles. La marine corsaire, elle,
si ça réussissait, les Malouins en particulier, les Capres dunkerquois, étaient des gens qui pouvaient s'enrichir. Et c'est là que on met chapeau bas, je trouve, face à Jean Bart ou à Duguay-Trouin, qui ont préféré quitter la course pour aller servir l'État. Et c'est la raison pour laquelle je suis peut-être un peu grincheux contre mon Surcouf, parce que Surcouf n'est pas allé servir l'État. Et donc la fameuse phrase que l'on prête à Surcouf, à qui un Anglais aurait dit nous battons pour l'honneur et vous vous battez pour l'argent, Surcouf aurait répondu chacun de nous se bat pour ce qu'il n'a pas. Mais je n'ai trouvé aucune trace, évidemment, dans les archives de cette phrase. Mais par contre, ce que j'ai trouvé, c'est que les officiers de la marine d'État pensaient ça de Surcouf. Et en particulier le gouverneur dans l'océan Indien, qui était monsieur de Caen, le gouverneur français dans l'océan Indien, à Port-Louis, eh bien, écrivait lui-même à Napoléon, monsieur Surcouf, c'est quelqu'un qui se bat pour lui, pour sa fortune, pour ses enfants. Et c'est vrai que c'est un homme de 50 ans qui est un vrai bourgeois balsacien, qui possède des châteaux absolument partout, des centaines d'hectares, à peu près 1000 hectares en Normandie et en Bretagne, et qui fait une fortune considérable. Et je publie justement dans ce Surcouf à la fois l'inventaire après décès de Jean Bart, qui est très modeste. Les enfants de Jean Bart vont vendre la succession, ça ne va pas beaucoup les enrichir. La succession de Duguay-Trouin, qui lui aussi a quitté la course pour servir le roi. Et c'est ce qui m'a un peu dérangé dans Surcouf, c'est qu'il n'est pas à Aboukir, il n'est pas à Trafalgar, et il laisse quand même une fortune considérable, mais qui est une fortune personnelle. Alors c'est le droit de tout le monde de s'enrichir, mais c'est la raison pour laquelle Arthur Chevalier, qui est le directeur de la collection, a trouvé un très bon titre qui était et qui est La fin du monde corsaire, parce que je ne voulais pas un titre qui aurait été le roi des corsaires, parce que le roi des corsaires, c'est pas gentil. C'est pas gentil pour Jean Bart, c'est pas gentil pour Duquesne, c'est pas gentil pour Duguay-Trouin, qui ont fait beaucoup plus de choses pour le pays, Surcouf ayant fait surtout beaucoup de choses finalement pour sa famille, le frère baron Surcouf et cette dynastie qui existe toujours aujourd'hui. J'ai eu le grand privilège de rencontrer des Surcouf, que ce soit à Saint-Malo cet été, puisque j'étais invité par l'association des descendants de corsaires, où on a passé un excellent moment à évoquer Surcouf, mais j'ai trouvé aussi des descendants à Ajaccio, où je faisais également des conférences sur Surcouf l'an dernier, comme cette année, et il y a une descendance extrêmement nombreuse. Ça amène justement à une question qui peut être intéressante sur le sujet, parce que on a vu que Surcouf était un des grands marins de son temps. Napoléon lui aurait même offert du coup un commandement. Est-ce que selon vous, ça aurait changé en fait l'issue d'Aboukir ou de Trafalgar si Surcouf avait accepté de rejoindre la flotte impériale? Ah, ça n'est pas impossible du tout, parce que la valeur d'un homme comme Surcouf aurait pu, c'est un meneur d'hommes, c'est un homme qui est grand. La plupart de ces corsaires d'ailleurs sont grands. Jean Bart faisait 2,02 m, donc ce sont des baroudeurs. Duquesne était un homme de 84 ans qui était d'une solidité à toute épreuve. Quand il était malade en mer avec des fièvres à 40, il buvait de l'eau glacée. Surcouf était également un homme d'une force exceptionnelle. On lui a prêté un grand nombre de duels qu'il n'a jamais livrés d'ailleurs, mais ce sont vraiment des baroudeurs. Alors, il n'est pas impossible que si on avait eu un Surcouf, plutôt que d'avoir Villeneuve qui a fini par se suicider après Trafalgar, et qui n'est pas donc dans la même mentalité qu'un Surcouf, qui lui ne s'est jamais suicidé ni au cours d'un naufrage, même au milieu des horreurs, puisque dans ce naufrage, il y a eu 300 Noirs, puisqu'ils pratiquaient la traite négrière, qui sont morts en hurlant, attachés en fond de cale avec les fers aux pieds et les fers aux poignets. Alors ça, c'est quelque chose qui nous choque aujourd'hui en tant que contemporains, mais ça ne choquait pas à l'époque, ça choquait les élites. Ça choquait Surcouf, qui disait on ne peut pas laisser les Noirs attachés au fond. Mais ça ne choquait pas les matelots, parce que les matelots disaient si on les libère, ils sont 350 et nous, on est 20. Et donc, ils vont nous massacrer. Et la chaloupe qui reste à bord, ils vont la prendre pour aller se rendre, eux, sur les récifs qui sont voisins. Donc, quand on se met dans les conditions,
c'est pas du racisme à l'époque. C'était la peau de l'un par rapport à la peau de l'autre. Et les matelots se sont opposés à ce que Surcouf libère les Noirs à bord, tout simplement parce qu'ils tenaient évidemment à leur vie. Donc ils n'ont libéré que les femmes des Noirs et les enfants des Noirs, 350 également, qui eux ont été sauvés. Est-ce qu'ils ont été sauvés par humanité? Ça, je ne peux pas vous répondre. Ils ont peut-être été sauvés tout simplement parce qu'ils ont été en effet vendus et que c'était le seul moyen de limiter la casse de ce que l'on appelait d'une façon assez terrible la marchandise ou le bois d'ébène. Mais c'est évident qu'un chef comme Surcouf, à Aboukir, par rapport à Luce de Casabianca qui s'est conduit en héros, mais il s'est conduit en héros qui a trouvé la mort. Et quelqu'un comme Louis XIV disait un officier n'est pas fait pour trouver la mort. Je préfère un officier vivant à un officier mort. Jamais les rois de France n'ont obligé un capitaine de vaisseau à couler sur son navire, contrairement à ce que l'on croit aujourd'hui. Et quand on a dit à Louis XIV en 1643, qui était petit, que Monsieur de Cangé, Hercule de Cangé, avait coulé sur son vaisseau, il n'a pas trouvé que c'était une bonne idée. Il dit on ne doit pas se donner la mort volontairement. Donc c'est possible qu'un homme comme Surcouf ait pu changer le cours des choses. Quand on voit la pugnacité d'un Duguay-Trouin, qui était le cousin de la grand-mère de Surcouf, c'était des gens qui avaient d'ailleurs des morts sur les bras à bord au moment des mutineries. Quand il y avait une mutinerie, il fallait bien la réprimer. Et Duguay-Trouin, il lui est arrivé de tuer un ou deux mutins. Et on se comportait avec les mutins parfois avec une cruauté bien plus grande d'ailleurs dans la Royal Navy que dans la marine française. Très bien, bah, merci pour la réponse. J'aurais bien une question peut-être plus portée sur l'avenir. Quel est du coup peut-être l'avenir de la marine française aujourd'hui? On parle beaucoup, bon, on a l'histoire des sous-marins, l'armée avec les CNLE, etc. Quel est du coup pour vous, selon vous, du coup l'avenir qu'a la marine française dans la France d'aujourd'hui? Alors la marine a toujours eu plusieurs missions. Elle a une mission scientifique et celle-ci bon, reste importante. On pense à des officiers ou à d'anciens officiers de marine comme Cousteau qui était là avec son bonnet rouge et la Calypso. Son bonnet rouge, il le portait en souvenir des bagnards des galères de Toulon. Là aussi, on est inscrit tout à fait dans la tradition. Donc, ce que l'on espère dans une situation qui est extrêmement difficile entre l'Ukraine et puis la Russie, qui a toujours voulu accéder aux mers chaudes, qui a toujours voulu accéder à la Crimée et donc aux opérations spéciales d'aujourd'hui, quand on pense à ce qui se passe en Israël et ce qui se passe dans le Moyen-Orient, donc en Palestine, ce que l'on peut souhaiter, mais c'est plutôt un vœu, une espérance, c'est que la marine ne soit pas réimpliquée dans des guerres comme en 14-18 ou en 39-45. C'est donc évidemment un vœu pieux et on espère que son rôle scientifique dans les 50 ans qui suivront sera toujours égal à ce qu'il était à celui du temps de la Pérouse, de d'Entrecasteaux, où les marins allaient mesurer la longitude, allaient même trouver la longitude. En 1635, Samuel Champlain disait « Dieu ne permettra jamais à l'homme de pouvoir calculer la longitude ». Donc on espère que son rôle va rester un rôle scientifique de première importance et que son rôle militaire restera surtout un rôle de dissuasion et non pas un rôle d'action. Et on voit heureusement notre porte-avions toujours en alerte, nos sous-marins, nos différents bâtiments et nos officiers en alerte, en espérant qu'ils ne vont pas passer ou être contraints de passer dans des actions qui risquent d'ébranler un monde qui en ce moment paraît de plus en plus malheureusement déboussolé. En tout cas, merci à vous. Je vois qu'il nous reste 15 minutes environ
Pour conclure, alors avant de conclure sur quelques mots, je pense que je vais vous poser quelques questions de fin d'échange que j'aime bien poser à mes invités que j'arrive parce qu'on va devoir enchaîner sur le prochain Navigateur de Poction. J'espère que vous passez un bon moment à bord du Flow d'Histoire, les amis. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de nos échanges, si vous avez des dernières questions à poser. Première question du coup de fin d'échange avec vous. Est-ce que vous avez une citation, un mantra de vie qui vous représente ou en rapport ou non avec le sujet à nous partager? Alors, quand j'étais enfant et que je faisais du latin, puisqu'à ma génération, on faisait du latin à partir du deuxième trimestre de la sixième, et puis du grec à partir du deuxième trimestre de la quatrième, il y avait un mot que j'avais beaucoup aimé de Trajan, et je me suis dit, il avait raison, s'il ne faisait rien de la journée, il disait diem perdidi, j'ai perdu ma journée. Et donc, je crois que depuis mes 12 ans, en 1963, j'ai toujours fait en sorte de ne pas pouvoir dire diem perdidi le soir. Et donc, les gens me disent, mais vous écrivez beaucoup et tout. J'avais beaucoup aimé François Mauriac quand je devais avoir 14 ou 15 ans. Mes parents venaient d'acheter la télévision et on lui disait, mais enfin, vous avez écrit, écrit, écrit. Il disait, oui, j'écris 10 pages par jour. Et donc, j'ai essayé de faire la même chose depuis mes 22 ans. Et donc, c'est vrai que c'est une discipline sur des sujets maritimes, corses. J'ai essayé de faire ça, donc pour ne pas dire diem perdidi. C'est bien, parfait, bah continuez comme ça. En tout cas, je pense que c'est un bon mantra, c'est une bonne organisation, il y a autant un bon rythme quotidien. Est-ce que vous avez peut-être, maintenant on a parlé un petit peu, une lecture à nous partager sur le sujet pour ceux qui voudraient en savoir un petit peu plus sur nos propos qu'on vient d'échanger? Alors, sur le surcouf, sur. Alors, c'est vrai que bon, ma biographie m'a beaucoup plu. Je ne pensais pas faire un surcouf au départ, mais en 1969, j'avais 18 ans. Mon grand-père m'avait amené à Ajaccio pour assister, il y avait Pompidou à l'époque sur le balcon, au bicentenaire de la naissance de Napoléon. Et pour la naissance de Napoléon, Napoléon était un grand homme. C'était le code civil, les universités, tout ce que l'on a dit tout à l'heure, le Sénat, etc. Et en 2021, j'ai été beaucoup choqué par le bicentenaire de la mort de Napoléon, parce qu'on me disait, pourquoi vous intéressez à Napoléon? Il a rétabli l'esclavage. Et donc, il fallait montrer ce que était la réalité de cet esclavage. Et Surcouf, c'est un personnage qui paraît absolument incroyable, puisqu'il fait partie de ce que l'on appelle les élites éclairées. Il appartient à une loge maçonnique, il appartient même à tout un réseau maçonnique qui est celui de l'océan Indien. Ce sont les mêmes familles, son oncle est vénérable d'une loge, et pourtant il est capitaine négrier. Donc c'était vraiment antinomique. Et donc, ça permettait de mieux expliquer que n'importe quoi. On est 20 ans avant Victor Schellcher, il meurt 20 ans avant 1848. Et donc, le personnage de Surcouf permettait d'expliquer que Napoléon, si on dit qu'il a rétabli l'esclavage, c'est vrai, mais en partie seulement. Moi, je préfère dire Napoléon a été contraint de rétablir l'esclavage. Pourquoi contraint? Parce qu'on était dans une société de l'époque qui était amatrice de café. Les cafetières apparaissent, de chocolat, les chocolatières apparaissent, les guéridons, qui sont les ancêtres de nos tables de salon. Aujourd'hui, si vous allez dans un musée, vous ne voyez jamais un guéridon Henri IV. Nos fauteuils, qui sous Napoléon III encore, avaient deux roulettes à l'avant, tout simplement pour s'approcher de la cafetière et des tasses qui se trouvaient sur le dit guéridon. C'est-à-dire que les ébénistes qui travaillaient notamment le bois de rose, les marbriers qui mettaient une planche de marbre sur un guéridon ou une commode pour que la goutte du goulot de la cafetière, du bec de la cafetière ou de la chocolatière ne tache pas le bois. Les marbriers, les faïenciers qui faisaient des tasses, qui faisaient des soucoupes, les orfèvres qui faisaient des cafetières, les cigaratières qui roulaient du tabac dans du papier très très transparent et qui disaient s'il n'y a plus les colonies,
on va retourner à la prostitution, ce qui était vrai. Moi, j'étais jeune professeur au Havre et j'avais étudié donc tout ce réseau de misère, de prostitution au Havre à la fin du XVIIIe siècle. La société en vivait. Donc, on ne peut pas faire peser sur un homme, Napoléon, le rétablissement à lui tout seul de l'esclavage. C'est un petit peu comme si aujourd'hui, on se donne bonne presse. Mais dans 300 ans, on dira, regardez tous ces Occidentaux, ils utilisaient des téléphones portables comme nous deux en ce moment, qui sont fabriqués dans des pays qu'on appelait ceux du tiers-monde et qui gagnent 30 euros par mois. Et par conséquent, nous aussi, nous serons considérés comme esclavagistes. Et donc, je crois qu'il faut un peu balayer devant notre porte avant de condamner le passé, avant de le comprendre. Ah, merci, on va essayer d'enchaîner parce qu'il nous reste que 10 minutes avant de devoir rendre l'antenne. Est-ce que vous avez peut-être... quelle est votre personnalité historique, politique favorite, vivante ou morte? Alors évidemment, comme tous les gens de ma génération, parce que je l'ai vu quand j'avais 12 ans dans les rues de Toulon, c'est le général de Gaulle. Il est évident que de Gaulle crève l'écran et que ceci se fait d'ailleurs au détriment de tous les successeurs. On a le même phénomène avec de Gaulle qu'on a eu après Henri IV. Après Henri IV, Louis XIII faisait très effacé. Après Louis XIV, Louis XV, c'était le parc aux cerfs, c'était pas du tout le roi cavalier combattant. Et après une grande personnalité, Napoléon le Grand, Louis XIV le Grand, Henri IV le Grand, on a dit le grand Charles pour de Gaulle, eh bien les autres paraissent toujours petits jusqu'à ce que réapparaisse un jour un autre personnage qui devient un Alexandre le Grand, etc. Et donc, c'est vrai que la personnalité, parce que je l'ai vu avec sa haute stature de 2 mètres de haut, marcher sur le boulevard de Strasbourg devant mon lycée quand j'étais en sixième, de Gaulle, venu à Toulon, qui est revenu à Toulon dans une ambiance d'ailleurs maritime au moment du naufrage ou de la disparition, c'est plus juste, du sous-marin La Minerve, par exemple, et qui est allé déjeuner très courageusement à l'endroit où la Minerve avait coulé sur un autre sous-marin. C'est une figure exceptionnelle pour son siècle. Alors auparavant, des gens comme Louis XIV ou Napoléon sont aussi des personnages absolument exceptionnels, mais moins vivants qu'un de Gaulle que l'on écoutait, je dirais presque religieusement sur les premiers postes de télévision dans les années 58, lorsqu'il accède très tardivement au pouvoir à l'âge de 68 ans, ce qui donne beaucoup à réfléchir d'ailleurs. Et il a quitté le pouvoir quand j'étais en terminale, je passais mon bac en 69. C'est vraiment une personnalité hors du commun. Bien, merci. Quel est du coup le conseil que vous aurez à donner pour ceux qui nous écoutent? Un conseil en rapport avec ce qu'on a écouté ou un conseil général? Moi, je dirais aux jeunes notamment qui nous écoutent, c'est que ce qui rend l'histoire formidable, c'est la vérité. D'où un petit peu ce que je disais tout à l'heure au sujet du film sur Napoléon ou sur d'autres films. Alors c'est vrai qu'Alexandre Dumas a beaucoup brodé. C'est vrai qu'aujourd'hui, tous les touristes qui arrivent au Château d'If sont persuadés que le masque de fer était enfermé au Château d'If, alors qu'il n'y a jamais mis les pieds. Il était enfermé à l'île Sainte-Marguerite en face de Cannes, il était enfermé à Pignerol, il était enfermé à Exilles, il est mort à la Bastille. L'authenticité, je trouve qu'elle a toujours plus de poids que le roman. Napoléon, parlant de sa vie, disait ma vie est un roman. Bon, c'est vrai, mais justement, c'est parce qu'elle n'est pas un roman qu'elle sort du lot. C'est un destin, c'est pas du tout un roman, et c'est des choses qu'on ne peut pas imaginer. Est-ce qu'on pourrait imaginer que quelqu'un qui est le fils d'un avocat d'Ajaccio et qui quitte Ajaccio à l'âge de 8-9 ans va devenir ce qu'il est devenu, plaçant ses frères en Westphalie, à Madrid, ses sœurs à Naples, etc. C'est inimaginable. Et la force de l'histoire, c'est ça. Donc ceux qui nous écoutent, je crois qu'ils ont intérêt à lire des livres,
de bons livres, à regarder des films, de bons films, c'est-à-dire le plus proche de ce qui est l'authenticité historique, qui est la mission d'un historien. Bon, le mot d'historien, c'est enquêteur en grec, c'est celui qui fait une enquête et on cherche le coupable, on cherche qui est le masque de fer, qui c'est qui a tué Henri IV, on ne le sait toujours pas depuis 1610, bon, Ravaillac, d'accord, mais pourquoi, ça, on ne le sait pas. Très bien, merci. Question du coup sans transition, quel est votre prochain défi? Ah ben, mon prochain défi, là, en ce moment, je suis extrêmement pris parce que je suis un vrai globe-trotteur de la vie de la plupart des copains. Et là, on arrive à converser très agréablement. Je suis à Cassis. Hier, je faisais une conférence à Montpellier. Demain et après-demain, je signe un bouquin pour enfants. C'est la première fois que je fais ça, mais je pense qu'il était temps de le faire en raison de mon âge. Et ce bouquin s'appelle Dis Michel, c'est quoi la Corse, que je vais signer le 5 à Bastia et le 6 à Ajaccio, qui est très très bien illustré par un ami pour transmettre. Et mon prochain bouquin, donc c'est celui-ci, Dis Michel, c'est quoi la Corse, qui sort chez un ami et éditeur ajaccien, ce sont les éditions du Scoud de Jean-Jacques Colonna d'Istria. Et puis après Noël, on verra. Très bien, merci. Quelle est la question du coup peut-être vous avez parlé de vos bouquins, où est-ce qu'on peut vous retrouver pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce que vous faites? Est-ce que vous avez des liens à nous partager? Moi j'ai mis une commande sur votre biographie Wikipédia, mais je ne sais pas s'il y a des endroits où on peut vous retrouver. Alors, on peut trouver la biographie, évidemment, sur Wikipédia. J'aime beaucoup, d'ailleurs, personnellement, Wikipédia. Vous avez toujours des gens qui disent il y a des erreurs, il y a des erreurs, mais si on savait tout ce qui est sur Wikipédia, on aurait déjà incurgité une culture absolument extraordinaire parce que c'est un outil très précieux et qui est vraiment très, très bien fait. Alors, on peut me trouver sur Wikipédia, on peut me demander comme ami sur Facebook, on fait Michel Verger-Franceschi, donc ça, c'est facile. Je réponds oui, sauf quand je vois qu'il s'agit de choses un petit peu bizarres de la part de l'invité, parce que j'en reçois aussi quelques-uns ou quelques-unes que je supprime à ce moment-là. Et puis, on peut trouver, en faisant Verger-Franceschi sur Internet, vous trouvez tous les bouquins, aussi bien en librairie que sur Amazon, qui sont très souvent disponibles. Alors, je suis très fier notamment de la collection de 24 volumes que j'ai faite sans aucun droit d'auteur, totalement gratuitement, pour la mairie de Bonifacio. Je fais depuis 24 ans, depuis 98, un volume par an en invitant des collègues très compétents, que ce soit de la Sorbonne, que ce soit d'Oxford, que ce soit de l'Université de Naples, etc. À peu près 10 conférenciers tous les ans en 25 ans, ça fait à peu près 250 à 280 collègues. C'est la même série qu'Astérix, c'est-à-dire la Corse et l'Angleterre, la Corse et l'Égypte, la Corse et la monarchie espagnole. Et donc, ça donne une dimension qui est pour la première fois de l'ouverture d'une île qui n'est pas uniquement méditerranéenne, mais c'est un mot que j'aime beaucoup, d'une île monde. Beaucoup de gens vont visiter aujourd'hui en Corse, notamment les palais américains. Et donc, les palais américains, ça n'a rien à voir avec la Méditerranée. Il ne faut pas oublier que le président du Venezuela était Bastier il y a quelques années. Le vice-président était également Cap-Corsin. Et donc, qu'un tout petit territoire peut avoir, comme Napoléon, un destin qui le dépasse et qui est là aussi hors du commun. J'ai fait des conférences à Moscou sur Pozzo di Borg, qui a été présent à Waterloo dans le camp adverse. J'ai fait des conférences à l'Université de Californie sur Paoli, car il y a quand même 5 villes aux États-Unis qui s'appellent des Paoli Cities. Et donc, c'est très intéressant et très enrichissant de voir combien un tout petit territoire peut avoir une importance, ou un personnage comme Napoléon ou Louis XIV. Louis XIV, qui était un petit orphelin de 5 ans, ce sont des hommes hors du commun. Eh ben, très bien, en tout cas, je vous remercie.
par rapport à ce que vous nous dites, bah merci encore pour votre temps. Je suis extrêmement content d'avoir pu vous accueillir à bord du Florisseur aujourd'hui pour parler d'histoire maritime française. Est-ce que on arrive sur la toute fin? Est-ce que vous aurez quelques mots pour conclure notre échange, des choses que vous voudriez nous partager? Ah ben, d'abord, un grand merci d'abord à David Chanteran qui nous a mis en relation. Un grand merci pour le travail de préparation que vous avez fait sur toutes vos questions, la façon dont s'est passé l'échange, l'entretien. Et vraiment, je ne peux que faire des éloges sur la façon dont ça s'est passé et dans un délai très, très court. Et donc, je vous remercie infiniment de votre invitation et de votre accueil. Bah, merci beaucoup. Oui, on rappelle que voilà, pour la technique, on va s'excuser un petit peu juste pour les petits problèmes de son qu'on a eu au début parce que on a enregistré ça on a préparé ça en 2-3 jours maximum parce qu'on avait un autre invité qui malheureusement n'a pas pu venir. Mais je suis très content que David ait pu nous mettre en relation pour avoir quelqu'un, un expert sur l'histoire maritime. On retrouvera, je rappelle, David le 20 décembre du coup à 19h. On retrouvera aussi Audrey Fortassin qui est directrice coprésidente de Démocratie Ouverte mercredi à 14h pour parler en fait de la démocratie, comment mettre plus de démocratie dans notre quotidien, comment à l'horizon des élections 2024 européennes, comment créer une société plus démocratique. Donc merci à vous, tous ceux qui sont arrivés. Il est 20h les amis, on est pile poil à l'heure. Apparemment, Omgi est prêt pour le raid. Donc je vais vous envoyer tout de suite pour vous. Voilà, si vous aimez l'histoire, si vous aimez la géopolitique, si vous aimez l'histoire marine, je vous invite à rejoindre la page, à rejoindre le Twitch, à follower. Merci encore à vous tous pour votre présence. Merci à vous tous. Je vous souhaite un bon 24 heures de vulgarisation avec le CNRS. Merci au CNRS, merci à Poxiance, merci à l'équipe de modération et merci à tout le monde pour votre présence aujourd'hui à bord du Flow. À vous, je regarde vos derniers messages avant de partir pour les transmettre à notre invité. Si vous avez des messages à... Je vous les transmets du coup, Monsieur Verger Franceschi, on nous remercie, on vous dit que c'était génial, on vous dit que c'était super.